Alors, bonjour tout le monde. Euh, Merci pour les quelques personnes qui ont laissé les caméras parce que c'est vrai que c'est plus sympa pour moi de vous voir et de pas parler dans le vide. Bonjour tout le monde. Je vais commencer cette présentation, cet échange. Je voulais juste vous dire qu'à tout moment, sentez-vous libre de prendre la parole, d'accord? Soit avec le micro, soit par le chat, comme vous le sentez, pour poser des questions si besoin, mais aussi pour compléter avec vos propres expériences, vos regards, etc. N'hésitez surtout pas. Donc, déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon? Super. Ça c'est moi, voilà, Raphaël Bass. Moi je suis ici parce que je suis pilote du projet de recherche EcoDoc dont je vous parlerai en détail, donc je vais pas trop le présenter tout de suite. Je suis membre aussi du projet de recherche Oscar, qui est un autre projet qui vise à interroger un peu les mêmes choses, à savoir la circulation de l'information scientifique sur les territoires en transition. Et je suis co-responsable de l'URFIST de Bordeaux, c'est une unité régionale de formation à l'information scientifique et technique, justement à la production, circulation, diffusion de l'information scientifique. Et je suis rattachée à l'Université de Bordeaux et membre associé du centre Émile Durkheim. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je viens vous parler de tout ça? Parce que c'est à la fois le sujet de mes recherches et parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur les bibliothèques et j'essaye de faire le lien entre cette réflexion que je peux avoir sur la circulation de l'information scientifique et notamment sur les dialogues entre les savoirs experts et les savoirs profanes et au cœur de tout ça, le rôle des bibliothèques. Alors, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de dessiner le rôle que peut jouer une bibliothèque sur un territoire en transition climatique. Donc, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, cette question de transition climatique. Ce qui m'intéresse, c'est tout particulièrement comment est-ce qu'on peut. Alors, je suis désolée, je vous regarde pas tout le temps, mais c'est parce que j'ai plusieurs écrans, d'accord? Donc, c'est pas que je vous snob, c'est juste que je tourne la tête vers l'écran là où j'ai mes notes. Ce qui m'intéresse finalement, c'est la capacité qu'on peut avoir d'accompagner des processus démocratiques en tant que bibliothèque, et notamment un processus démocratique d'adaptation sur un territoire. Voilà, donc on reviendra sur ce que c'est l'adaptation. Mais en gros, c'est l'adaptation sur des territoires qui sont en transition et donc ce sont des territoires qui subissent un certain nombre de transformations. Donc, on va parler adaptation, transition, transformation pour clarifier ça. Ensuite, ce que je vous ferai, c'est parler un peu de vulnérabilité informationnelle et de médiation scientifique. Puis je prendrai comme exemple ce qu'on fait dans le projet EcoDoc pour expérimenter autour de ces questions-là et comment ce sont des choses qui peuvent être faites en bibliothèque pour en faire une sorte de laboratoire citoyen, on va dire, sur les territoires en transition. Ça marche? Alors, l'adaptation, qu'est-ce que c'est? En fait, mon PowerPoint, c'est un peu des notes en vrac pour moi. J'ai décidé, d'habitude, je le diffuse pas, je l'utilise juste pour moi pour vous parler. Je l'ai mis parce que plus tard pour Ecodoc, j'ai un peu des illustrations, mais voilà, c'est pas très bien écrit, c'est pas très intéressant à lire, donc n'y prêtez peut-être pas trop d'attention. Euh, L'adaptation de base, c'est en biologie. Enfin, je pense que vous connaissez tous le Darwin, etc., etc. Donc l'adaptation, vous savez ce que c'est l'idée qu'un organisme se transforme pour mieux vivre dans son environnement. Voilà. Mais l'adaptation, ce n'est pas utilisé qu'en biologie, c'est un terme qu'on utilise dans d'autres disciplines toujours en lien avec soit pour dire que enfin, c'est une adaptation en lien avec les autres humains ou alors avec d'autres vivants, par exemple les animaux, etc. Voire les forêts, moi je travaille sur les forêts, on y reviendra, ou avec l'environnement au sens large d'ailleurs, parce que quand on parle de communauté en biologie, on s'intéresse aussi aux cailloux, aux pierres, d'accord, aux enjeux géologiques et pas seulement aux vivants. Donc, l'adaptation, pour nous, aujourd'hui, c'est plus seulement une évolution biologique, hein, c'est aussi une question d'adaptation socio-économique, culturelle, géographique, psychologique, dans toutes les disciplines dans lesquelles on traite de ces questions d'adaptation. Et puis, par ailleurs, l'adaptation, elle va dépendre, évidemment, de l'environnement. Et l'environnement, en ce qu'il subit un certain nombre d'aléas. Un aléa, ça va être, par exemple, enfin, le changement climatique en général, mais plus précisément, par exemple, un incendie.
de forêt, d'accord? Donc c'est un aléa. C'est des trucs pénibles, quoi, qui nous tombent dessus. Et évidemment, les trucs pénibles qui nous tombent dessus, ben, ils sont plus ou moins forts selon nos vulnérabilités. Voilà. On prend un exemple tout bête, mais un aléa, c'est perdre son travail, d'accord? Selon votre vulnérabilité, c'est-à-dire si vous êtes déjà dans une situation difficile, que vous n'avez pas de famille pour vous accompagner, que vous n'avez pas un petit pécule à côté, etc. La situation est d'autant plus difficile. Si vous êtes dans un corps de métier où il n'y a pas de travail, etc., où beaucoup de gens qui en demandent, etc., etc. Donc on a plein de vulnérabilités qui peuvent être adressées. Donc là, dans cet exemple, ce sont des vulnérabilités individuelles, mais qui en vrai sont des vulnérabilités sociales, évidemment. Mais donc, quand on parle d'adaptation, nous, là, sur des territoires, on parle de vulnérabilité locale. Donc, il y a des endroits où, par exemple, en Gironde, pardon, j'ai pas dit, mais moi, j'ai dit Université de Bordeaux, vous l'aurez compris, je suis en Gironde, d'accord? Donc, je travaille plutôt sur ce territoire-là et les transitions qu'il rencontre. Je ne sais pas si vous êtes tous plutôt Grand Est, parce que là, c'est un interbibli mais alors j'en vois qui hochent la tête, d'autres qui me disent non, mais n'hésitez pas à me dire où vous êtes, quel est votre territoire, comme ça je pourrais y faire des petites références si je les connais. Donc n'hésitez pas à me mettre dans le chat d'où vous êtes, hein, ça m'intéresse. Mais en ce qui nous concerne, nous, vulnérabilité locale, par exemple, par rapport aux forêts, si je prends la Gironde, ben, la Gironde, c'est un territoire où... Ah, il y a des gens de Gironde, super. Bon, mais comme ça, vous pourrez dire si je dis des bêtises, d'accord, sur les forêts. Bah, la forêt chez nous, c'est un, comment dire, c'est un, ah mince, je trouve plus mes mots, ça m'a perturbé qu'Alison soit de Gironde. Euh, c'est un milieu économique en fait. Voilà, on a une industrie du bois, on a une industrie du papier. Donc nos forêts sont des forêts d'exploitation, en partie, pas toutes, mais une bonne partie est forêt d'exploitation. Donc, évidemment, quand la forêt brûle, bah, ce sont des métiers, voilà, qui se retrouvent en difficulté, des chaînes économiques. La forêt, c'est aussi lié à tout un entourage aussi socio-économique, c'est le tourisme. Voilà. Par exemple, quand la forêt de la Teste a brûlé, bon, bah, d'abord, ça a ravagé toute la forêt qui est autour de la dune du Pilat. Donc, la dune du Pilat, c'est vraiment un de nos trucs de tourisme fort. Bon, bah, quand on y va encore aujourd'hui, elles étaient en 2022, c'est très impressionnant. Par ailleurs, tous les campings du bord ont brûlé, commencent à se reconstruire, et la végétation est toujours très abîmée. Enfin, il faut aller voir ça, hein, c'est quand même très impressionnant. Mais un autre exemple, toujours en Gironde, je ne sais pas où est Alison en Gironde, mais il y a Ostens, qui est donc un lac autour duquel la forêt a brûlé. C'était la forêt départementale. Cette forêt, elle est toujours quasi pas accessible. Il y a des endroits qui ne sont toujours pas accessibles. Et surtout, ils ont mis 2 ans à réussir à éteindre le feu. Alors, on n'en entend pas parler, ça, mais en vrai, le feu a continué à courir parce qu'il court dans la terre. Il y a du lignite, en fait, dans la terre, à Sainte-Hélène, encore. Et donc, on a du lignite sous terre, et en fait, le lignite continue à brûler, ce qui fait qu'en fait, il ressortait de temps en temps, et floup, là, le feu repartait, ou alors, tout simplement, bah, il y avait du feu, en gros, dans le sol, quoi. Donc en fait, on a des vulnérabilités locales qui peuvent être liées comme ça à l'entourage économique, aussi à la diversité, à la manière dont l'entretien des forêts se fait, etc., etc. Des vulnérabilités locales, il y en a plein. Évidemment, chacun de vous sur vos territoires. Donc j'ai vu, il y a Strasbourg, les Vosges, Paris, Marseille, Lorraine, Nord-Est. Bon, c'est magnifique, comme tout le monde vient de partout. Merci à vous d'être là. Et donc, ces aléas qui vont toucher des vulnérabilités spécifiques à chaque territoire vont amener à des transformations euh, sur ce territoire. On va y revenir. Simplement, je vais faire un petit aparté avant pour vous dire que l'adaptation, vous l'avez toujours entendu avec Darwin, par exemple, c'est du temps long d'habitude en biologie. D'accord? C'est pas un matin, je me réveille et je me dis, tiens, il me faudrait un pouce qui se replie, quoi. D'accord? C'est pas, tiens, ce serait quand même vraiment mieux si mon pouce était comme ça. Je vais faire en sorte que mon gamin il naisse avec un pouce comme ça, ce serait vraiment très bien. Bon, si c'était possible de faire ça, vous vous doutez bien que la vie serait, je ne sais pas si elle serait meilleure, mais en tout cas, elle paraîtrait un peu plus simple. Évidemment, l'adaptation, c'est à la fois le processus et la fin, c'est-à-dire la manifestation de l'adaptation. Et c'est sur un temps très très long. Et c'est même assez compliqué enfin, ça demande une grande abstraction, parce que c'est des adaptations sur des millions d'années. Sauf qu'avec le changement climatique, on a à la fois une accélération des transformations d'environnement,
très rapide donc, et on a une accélération du besoin d'adaptation, qui demande du coup à pouvoir, cette adaptation, pouvoir être conscientisée par ceux qui devraient s'adapter. Donc on en revient à ce que je disais. Aujourd'hui, en gros, il faut pouvoir être capable de se dire, il faut pouvoir changer ça et ça et ça dans nos manières de vivre et d'être pour pouvoir s'adapter sur un territoire qui est en train de changer. Voilà, ces transformations, vous les connaissez avec les températures, par exemple, je parle des incendies, mais on peut parler des traits de côte. Alors, il y en a parmi vous qui sont sur des côtes. Bon, évidemment, les gens de Strasbourg, hein, c'est moins flagrant chez vous, on est d'accord? Mais pour les gens de Marseille ou du Nord, et puis chez nous, évidemment, en Gironde, enfin, on a des gros problèmes de traits de côte. Dans le sud-est aussi. Là, dans le sud-est, il y a une ville. Ils ont, vous savez, il y a la ville, le bourg, et il y a la ville plage. Ok. Et entre la ville et la ville plage, il y a une voie ferrée. Et là, ils sont en train de se dire qu'en fait, ils sont pas sûrs que la mer, elle remonte pas jusqu'à la voie ferrée. Et même, il va peut-être falloir faire remonter la voie de ferrée de l'autre côté pour qu'elle aille plutôt sur le bourg, parce qu'en fait, ils sont pas sûrs que ça va tenir longtemps, quoi. Et donc, on sait déjà que dans une vingtaine d'années, la ville plage n'existera plus. Enfin, je veux dire, c'est des transformations quand même assez importantes et qui demandent une adaptation, vous vous rendez compte, en une vingtaine d'années. Enfin, moi, en 20 ans, je vous jure que je me suis pas trop adaptée, là. Entre mes 20 et 40, là, je me suis pas hyper adaptée. Donc, imaginez, en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire à l'échelle de territoire, c'est-à-dire à la fois individuellement, collectivement et en prenant en compte tous les types de transformations. Donc, les transformations, justement, de temps en temps, je vous mets des petites images de moi en train de marcher le long de la plage, comme ça, c'est un peu poétique. En vrai, c'est des photos prises en résidence. Voilà, je vous expliquerai après. C'est cool, les résidences. Euh, donc, qu'est-ce que c'est un territoire en transition climatique? Eh bien, c'est justement donc un territoire qui se transforme du fait des aléas climatiques qui euh, nécessitent, enfin, qui déjà transforment tout court physiquement, mais qui du coup entraînent des modifications, des manières d'habiter ce territoire pour qu'on puisse continuer à y vivre. Et donc, on a plusieurs types de transformations. Il y a des transformations, alors d'un point de vue, on va dire, de la géographie la plus évidente, c'est la question spatiale. Aujourd'hui, donc, quand on a des territoires qui se transforment, on a des nouveaux espaces, on a des nouveaux paysages, on a des nouvelles géographies. Quand le trait de côte change, par exemple, voilà, on n'habite plus sur le territoire de la même manière. Par exemple, là, dans la ville du Sud-Est dont je vous parle, il y a énormément de balades à cheval qui se font justement sur cet espace marécageux, on va dire, entre la ville-bourg et la plage. Ça, ce sont des choses qui n'existeront plus, mais ce qui disparaît, c'est pas juste l'industrie, on va dire, de la balade à cheval, hein. C'est aussi des communautés et des manières de vivre avec les chevaux sur ce territoire-là. Euh, et donc, je vous ai dit, ça se passe en 20 ans et on a besoin évidemment de comprendre et d'apprendre à connaître et de comprendre les paysages en transformation, de sorte de pouvoir y vivre. On a besoin de comprendre et de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à y vivre, comment. C'est le cas pour l'eau, par exemple, hein, vous vous doutez bien. Euh, comment on va pouvoir, est-ce qu'on peut les exploiter? Voilà, bon, c'est pas ce qu'on préfère dans l'environnement, mais n'empêche que c'est quand même comme ça qu'on vit pour l'instant. Donc, en gros, on va parler d'une augmentation de vulnérabilité si on ne sait pas ce qui arrive au territoire. Voilà, si on ne comprend pas ce qui advient, on ne peut pas s'adapter. Bon, ben, vous le savez très bien, hein, pendant des années, on a nié totalement le changement climatique, du coup, ben, on ne s'est pas adapté. Voilà, et bien ben, maintenant, il faut rattraper le coup. Et des pays comme les États-Unis qui sont à nouveau en train de faire un déni de changement climatique, vont repartir en arrière d'un certain nombre d'années d'adaptation. Donc il y a vraiment un enjeu d'être informé. Alors là, je prends les forêts dans l'exemple parce que d'abord je travaille là-dessus, puis parce que chez nous c'est quand même un sujet. Ça pose plein de questions sur quelle responsabilité dans l'entretien des espaces arboricoles, par exemple, quelles espèces privilégier dans les espaces privés et publics, etc., etc. Donc on a plein de questions. Est-ce que les espèces qu'on plante dans la ville aujourd'hui vont résister demain, par exemple? Voilà, à cause de la chaleur. Et si je mets des espèces exotiques, est-ce que vous savez comme moi qu'on n'est pas supposé mettre des espèces exotiques chez soi pour plein de raisons, des développements de maladies, voilà, on fait disparaître des espèces locales. Il y a certaines plantes qui poussent très bien et qui du coup, ben voilà, vont comme certains
certains pseudo-acacias, par exemple, voilà, qui vont tout manger. Ok, ça on le sait. Sauf que certains arbres chez nous, là, ils ne vont pas passer les 20 ans, là. C'est pas possible, en fait. Ils subissent trop la chaleur, etc. Donc, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on va mettre pour pouvoir travailler sur ces questions-là? Donc, sur ces questions-là, on a évidemment des enquêtes qui sont menées et qui peuvent nous indiquer ce qu'il va advenir de nos forêts. Ou, je sais pas si vous savez, mais les forêts se déplacent. Bon, les arbres, a priori, on est d'accord, ça bouge pas beaucoup, d'accord? Et en vérité, il y a des recherches qui montrent que les forêts se déplacent. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont aller, enfin les glands par exemple pour les forêts de chênes vont être transportés un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, et en fait, on a des représentations vraiment de l'évolution de la forêt. Voilà. Et donc nos forêts de chênes là qu'on a dans le sud-ouest par exemple, elles viennent déjà de plus dans le sud, donc plus il y a eu une évolution de la température, plus elles se déplacent comme ça. Et alors là, c'est une adaptation sur un temps long. Mais néanmoins, moi, ça veut dire que on a un certain nombre d'espèces qui vont partir plus dans le nord. Et quand je parle d'espèces, je parle des animaux, mais on étudie la même chose sur la nidification et la prédation des oiseaux. D'accord? Et les oiseaux, ben, en fait, ce sont eux qui mangent aussi les insectes, qui mangent les arbres. D'accord? Donc, en fait, on a toute une chaîne, évidemment, qui est en transformation. Et donc, il convient qu'on sache un peu ce qui se passe. La deuxième transformation, qui est tout aussi géographique, mais qui du coup est plutôt du plan socio-économique, c'est qu'en fait, oui, voilà, la géographie, c'est aussi l'organisation d'un lieu, hein, et du coup, ça concerne autant le paysage, comme je viens de le dire, que les activités humaines qui découlent de leur présence sur ce pays, sur ce paysage, sur ce territoire. Donc j'ai dit, hein, les incendies, ça a un impact sur les habitants, sur les métiers de la foresterie, sur l'économie touristique du secteur, etc. Et évidemment, ces effets, ils sont pas identiques pour tous les habitants d'une même ville. Alors d'abord, bah, par exemple, quand ça a brûlé vers Belin-Bélier, tout ça, là, vers Joué euh, ou à Sainte-Hélène, par exemple. Je sais pas à Sainte-Hélène, Alison, s'il y a des maisons qui ont brûlé ou si c'est juste la forêt. Ouais. Mais à Joué, c'est pareil aussi. Donc il y a des maisons qui ont brûlé, puis la maison d'à côté n'a pas brûlé, par exemple. Le feu, on le maîtrise pas, quoi. Donc il y a des gens qui ont vu leurs biens disparaître. Il y en a d'autres où c'est leur métier qui ont été touchés, ou leur possibilité d'exercer leur métier. Et donc, on n'est pas tous touchés de la même façon, ou on peut être touché aussi parce qu'on est choqué par ce qui se passe, parce qu'on a peur, etc., et pas parce que notre maison a brûlé. Donc, ce qui est assez difficile, en fait, sur les transformations socio-économiques, c'est d'avoir une bonne compréhension de tout ce que la transition va créer comme vulnérabilité pour les habitants. Parce qu'en fait, ça crée des vulnérabilités très différentes et ça croise, évidemment, des vulnérabilités sociales qui préexistent, comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure, sur le chômage, etc. Voilà. Et là, il y a des enjeux pour nous d'action politique, puisque l'action politique, elle est collective, c'est-à-dire au sens où elle est décidée collectivement et au sens où elle sert la collectivité tout entière. Donc les vulnérabilités sociales et économiques qui sont euh, poussées et je dirais donc sont produites, si vous voulez, par le changement climatique, mais aussi euh, par les vulnérabilités locales qui préexistaient, elles doivent être au cœur des stratégies mises en œuvre pour adapter un territoire en transition. Et pour ça, il y a des enjeux de pouvoir les identifier, ces vulnérabilités, de les entendre aussi, à la fois de faire entendre et de faire reconnaître ce qui nous arrive, c'est-à-dire les vulnérabilités qu'on vit, mais aussi d'entendre et de reconnaître ce qu'elles provoquent pour d'autres habitants du même territoire, même si ce sont des expériences différentes. Et enfin, il y a aussi des transformations symboliques à un territoire. C'est, par exemple, là, je parle de la forêt. Moi, une des villes où la forêt a brûlé, ce sont aussi des lieux où il y a une petite chapelle où on célébrait des mariages qui a disparu, une petite chapelle dans la forêt. Le littoral qui s'effondre et ce sont des repères d'enfance. Alors là, c'est un truc pour tous les gens qui habitent sur la côte, mais le blocos, par exemple, qui change de place constamment et qui est un repère, voilà. Mais quand tout disparaît, et notamment les maisons d'ostréiculteurs qui disparaissent, enfin, voilà, ça pose des véritables enjeux, euh, comment dire, de représentation identitaire et symbolique d'un territoire. Et en fait, c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est difficile de s'adapter sur des territoires auxquels qui ne ressemblent plus au territoire sur lequel on a grandi, par exemple. Donc il y a vraiment
un enjeu à se réapproprier des géographies qui sont transformées, à réécrire en fait des sortes de mémoires collectives et sensibles pour recréer des espaces d'attachement. Et un territoire est d'autant plus vulnérable qu'il ne peut pas construire cette mémoire collective. Voilà. Or, ça va passer par collecter des traces mémorielles, mais aussi construire des nouveaux récits de ce qui nous relie sur ce territoire. Alors pourquoi? Ben parce que la mémoire, en fait, ça facilite l'émergence d'une culture commune et du coup d'une communauté qui se reconnaît, qui s'entre-reconnaît et qui du coup a la volonté d'agir collectivement. Donc c'est vraiment des enjeux, si vous voulez, politiques. Voilà. Il n'y a pas de transformation qui ne représente pas un enjeu politique. Alors vous l'aurez compris, évidemment, moi je suis hyper biaisée. Toutes ces vulnérabilités, je les vois du point de vue informationnel. Pour moi, ce sont des problématiques informationnelles. Évidemment, il y a d'autres problématiques et d'autres manières d'adresser ces questions-là, mais moi, je les vois d'abord du point de vue informationnel. Euh, on a des défauts de compréhension, il nous faut de l'information. On a besoin de faire société, il nous faut de l'information. On a besoin de faire mémoire, il nous faut de l'information. Enfin, pour moi, c'est clair, il nous faut de l'information. Je suis bibliothécaire à la base. Pour moi, tout est information. De toute façon, il y a rien à dire, voire document même. Mais ça, c'est un autre problème. J'essaye de me soigner. Mais bon, bref, le besoin d'information, pour moi, fait émerger des problématiques informationnelles. Et c'est encore pire, donc je l'ai dit, des enjeux de circulation de l'information et de transmission de l'information, évidemment, mais c'est encore pire du fait du facteur temps dont je vous ai parlé, parce qu'il y a vraiment une accélération du besoin d'information, une accélération de la production de l'information, et en même temps, quand bien même le changement climatique est rapide, euh, la transformation, par exemple, des forêts dont je vous parle, c'est pas des choses qui se font en 2 ans. On dit aujourd'hui que étudier le devenir des forêts, il nous faut à minima une dizaine d'années de données scientifiques. Donc, on ne peut pas regarder, mais d'ailleurs, c'est bien ce qui fait que les gens ont du mal à comprendre le changement climatique, c'est qu'ils vous disent, alors en 2023, il a plu tout le temps. En 2024, il faisait pas mal. En 2025, on a eu hyper chaud. Voilà. Donc, peut-être il n'y a plus de saison, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça se réchauffe, quoi. Voilà. Les gens, ils comprennent rien et c'est normal, c'est hyper complexe. De toute façon, le climat, c'est un problème. On appelle ça vraiment en science, ça fait partie de ce qu'on appelle les problèmes complexes. Et donc, on a cette expérience de nos vulnérabilités qui se fait au quotidien, une accélération des aléas et en même temps des adaptations qui, elles, se mettent sur un temps qui n'est plus aussi long qu'avant, c'est pas des millions d'années, mais néanmoins qui se fait sur un temps qui est sur des dizaines d'années. Et donc, on a cette espèce de jeu autour du temps qui rend les choses particulièrement compliquées. Alors, je suis pas la seule à penser que l'information, ces problématiques sont des problématiques informationnelles, ce qui veut dire qu'a priori, on peut aider du point de vue de l'information. Je suis tellement pas la seule qu'il y a un concept qui s'appelle celui qu'on appelle de vulnérabilité documentaire. Je vous ai déjà parlé de ce qu'était la vulnérabilité. On peut ajouter à toutes les vulnérabilités dont on a déjà parlé, celle qu'on dit être de vulnérabilité documentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manque d'information empêche ou limite l'adaptation sur les territoires en transition. On dit que la vulnérabilité documentaire est un des facteurs qui aggrave la maladaptation. C'est le concept qui est utilisé, ça aggrave la maladaptation. Ce sont des choses qu'on trouve dans des textes du ministère de la Transition écologique, mais aussi de l'Union européenne. Et l'Union européenne parle de ce terme de vulnérabilité documentaire dès les années 90, d'accord? Donc, c'est pas tellement nouveau. Alors, il se trouve que dans le même temps, alors, pas depuis les années 90, on a un peu galéré quand même, mais maintenant, c'est bon. Dans le même temps, les bibliothèques sont identifiées aujourd'hui par l'État comme des actrices de la mobilisation des citoyens autour des enjeux écologiques. C'était déjà le cas. Le ministère de la Transition écologique a sorti un document en 2019 sur la, la mise en œuvre du développement durable, enfin, des objectifs de développement durable de l'ONU en France. Et dedans, les bibliothèques sont citées comme un outil de mobilisation des citoyens autour des enjeux écologiques. Ça, c'était en 2019 et depuis, ça n'a fait que grandir, je dirais. Vous savez comme moi, il y a beaucoup euh, de séminaires, de formations sur les enjeux écologiques. L'ABF s'est vraiment saisi de la question. Le dernier congrès de l'ABD, donc l'Association des bibliothécaires départementales, des bibliothèques départementales, était sur des questions aussi de transition.
écologique et de transition en général, mais transition écologique beaucoup, excusez-moi. Et du coup, on a une reconnaissance d'un rôle que joueraient les bibliothèques sur ces questions-là. Mais la question maintenant, c'est est-ce que le rôle qu'on nous attribue, en termes de mobilisation, par exemple, des citoyens, est-ce qu'il répond aux problématiques de la vulnérabilité documentaire? Est-ce que vraiment la manière dont on fait de l'accompagnement des gens sur les questions d'enjeux écologiques est une manière de répondre à la vulnérabilité documentaire? Est-ce qu'on transmet de l'information? Quel type d'information? Est-ce que ce sont les informations qui répondent à ce qu'on a dit en matière de transformation des territoires? Est-ce que, par exemple, un atelier euh, zéro déchet répond aux enjeux de transformation d'un territoire? À quel titre? Sous quelle forme? Qu'est-ce que ça adresse comme problème? J'ai pas dit que ça le faisait pas, hein. Ne me faites pas dire ce que ça fait pas. Je dis juste que c'est le truc qu'on fait habituellement, souvent, quand même. D'accord? Donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là. La grénothèque, comment ça y répond, etc., etc. Donc je reprends cette question-là. Évidemment, on peut répondre positivement, au sens où les bibliothèques, de toute façon, elles sensibilisent par les ateliers, d'accord? On peut dire, oui, bah, quand même, le zéro déchet, ça sensibilise les gens aux besoins de gérer les déchets. Ça va les sensibiliser, par exemple, sur le changement climatique. OK? Les grainothèques, ça sensibilise alors sur plein de choses, bon, sur l'industrie de la graine déjà, mais aussi sur les variétés, une connaissance de son environnement, un intérêt pour le vivant, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes. Il y a la mise à disposition de documents aussi. J'imagine que vous n'êtes pas tous en bibliothèque, il m'a semblé, non? J'ai vu qu'il y avait peut-être une personne qui est en asso, parce que c'est écrit dans le nom, Grégory, les petits débrouillards. Vraiment très contente d'avoir quelqu'un des petits débrouillards avec nous. J'ai vu qu'il y a quelqu'un d'une médiathèque départementale. Et les autres, vous pouvez me dire où vous êtes, parce que c'est intéressant pour moi, parce que je parle des bibliothèques, vous n'êtes pas tous en bibliothèque, peut-être. Moi, je suis en BU. En BU, oui, parce que on peut dire que c'est une bibliothèque. Voilà, c'est quand même la bibliothèque. Donc vous êtes peut-être plusieurs en BU, non? Voilà. Oui, moi aussi, je suis Ouais, c'est bien ce qui en me BU, semblait. oui. Parce que tout à l'heure, je vous ai vu hocher la tête hein, quand j'ai parlé de bibliothèque universitaire. Donc, enfin, quand j'ai parlé de l'Urfist, vous avez hoché la tête, donc je me suis dit, ah, ça, c'est quelqu'un qui doit être en BU, ça. Euh, Alison me dit qu'il y a un écho. Moi, j'ai pas d'écho. Vous avez un écho, vous aussi? Oui, il y a Oui, un j'ai un écho quand écho vous aussi, parlez. c'est Amélie qui parle. Ouais. Ah ouais, et ben alors, je sais pas. J'entends pas du tout. Je sais pas quoi faire parce que je suis vraiment navrée. Non, mais en plus, j'ai pas compris, ça s'est déclenché d'un coup, ça, on entendait bien et du coup, Ah, ok. je me suis demandé si c'était moi, c'est pour ça que j'ai pas osé trop le dire. Ah mince, ben alors je sais pas. Tout d'un coup, ma voix se Peut-être si multiplie. vous Je avez ne sais pas. C'est bien, c'est un bon kit signe main peut-être. libre. Regardez, prenez l'écho. Non, je suis désolée, j'espère que ça disparaîtra. Donc oui, vous êtes en bibliothèque municipale, universitaire, et après vous me dites qu'il y a un écho. D'accord. En bibliothèque aux archives départementales. D'accord. Euh, donc en BU, hein, c'est pareil, ça s'est beaucoup développé, la question de la relation à l'écologie et de l'information. Donc tous, de toute façon, vous faites aussi de la mise à disposition de documents, ne serait-ce que par des tables de présentation, des sélections, etc., sur l'écologie, l'environnement, etc. Leur propre comportement. Quand je dis leur propre comportement, je parle de celui des bibliothèques. Voilà, le tri, etc. Enfin voilà, on a vu qu'on a pas mal progressé sur ces questions-là. Les transformations de nos bâtiments, etc., etc. Bon, voilà. Si j'ai un kit main libre, ça pourrait réduire l'écho. Oui, c'est juste que là, j'ai pas prévu, donc je vais un peu galérer le temps d'installer ça, donc je vais continuer quand même. Euh, Damned. Donnez-moi 2 minutes, d'accord? J'essaye de trouver
Vous avez une chance folle. J'ai trouvé mon matériel très vite, ce qui est exceptionnel. Donc je branche le casque et je vais donc disparaître un petit moment et j'essaye de vous retrouver. Allô, allô, vous m'entendez? Et il n'y a plus d'écho? Vous entends. J'ai l'impression qu'il y a moins d'écho. Bon, de toute façon, je peux rien faire de plus là. Je veux dire, là, j'ai tout donné. Merci en tout cas. Ok, je me remets dans ce que je disais. Oui, donc moi j'ai tendance à étudier cette question de l'action des bibliothèques sur les enjeux écologiques à partir du travail de David Lankes, que vous connaissez peut-être. C'est un Américain qui travaille sur les bibliothèques, des bibliothécaires d'ailleurs comme des stewards, voilà, qui rendent des services à la communauté pour que la communauté, enfin, que la société s'améliore. Hein, c'est vraiment un champ politique aussi. Et qui dit qu'au fond, ce travail pour améliorer la société. Les bibliothécaires le font à partir d'un certain nombre on va dire, à la fois d'actions et de compétences. Euh, la première qui est liée au fait de faciliter des conversations entre les savoirs. Et donc, en gros, ce sont les collections. Une deuxième, c'est autour des animations euh, qu'on va mettre en place dans les bibliothèques. C'est toujours pour faciliter aussi les conversations entre les différents savoirs et entre les différentes personnes. Il y a les enjeux de littératie, voilà, parce que c'est quand même assez compliqué de pouvoir accéder à tout ce qu'on propose si on ne sait pas lire ou si on ne parle pas la langue, etc., etc. Il y a des enjeux pour pouvoir avoir ces conversations, bah, de pouvoir ouvrir au public. Alors, ça va être tout ce qui est l'ouverture vers le public au sens communication, mais surtout au sens de participation. Voilà, rendre les gens plus actifs au sein de la bibliothèque. Il y a la question de la formation des équipes. Rien de tout ça n'est possible si les gens ne sont pas formés. Et puis enfin, il y a la question des documents cadres, c'est-à-dire la capacité de la bibliothèque à assumer ses décisions et ses objectifs via des documents cadres qu'on fait valider, en gros, par les instances décisionnaires qu'on peut avoir en bibliothèque. Donc, aux États-Unis, ce sont des des conseils d'administration. Nous, ça va être aussi avec ce qu'on appelle les tutelles, étrangement d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà étudié, donc je ne vais pas refaire cette formation-là ici, mais la question de calquer ce modèle-là à la sensibilisation aux enjeux climatiques, et le fait est que les bibliothèques font des actions sur les collections, font des animations, font de la littératie d'une certaine manière avec, bah, par exemple, le zéro déchet, etc. Euh, Certains projets se font de manière participative. Les équipes sont de plus en plus formées. La question des documents cadres reste encore pas mal à travailler, mais c'est en train de se mettre en place. Donc on peut dire que oui, évidemment, les bibliothèques font des choses. Néanmoins, il y a quand même un champ hop, qui me paraît peut-être moins traité, c'est la question de l'information scientifique dans les enjeux et d'écologie. Et là, je trouve qu'il y a une forme de vulnérabilité dans la vulnérabilité. Euh, l'informa- Tout à l'heure, je vous ai dit, les arbres se déplacent, je vous ai parlé des mines de lignite, etc., etc. En fait, et puis je vous ai parlé du climat d'une manière générale. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on a des connaissances parce qu'il y a des recherches scientifiques qui sont faites. Et notamment des recherches qui sont aussi en cours, qui sont pas finies. On a beaucoup d'informations à la base aussi sur le changement climatique via le GIEC. Le GIEC, c'est un regroupement de chercheurs, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ces savoirs-là, ce ne sont pas des savoirs stabilisés. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que sont les savoirs stabilisés? Non, pas tellement. Les savoirs stabilisés, ben, c'est par exemple le fait que la Terre est ronde. Alors, évidemment, quand je dis le fait que la Terre est ronde, comprenez-moi bien, il m'est déjà arrivé en cours d'avoir un de mes étudiants qui m'a dit que la Terre était plate. Hein. Voilà. Donc, je veux dire, et quand je le dis, il m'est arrivé un jour, c'était il y a 2 ans. C'était pas non plus il y a 1000 ans. Donc, on parle de savoir stabiliser, c'est-à-dire des recherches qui ont été suffisamment faites ou abouties pour qu'on puisse considérer là qu'on est face à une forme de vérité. Une vérité, tout simplement. Mais en vrai,
sur la question des savoirs stabilisés, je pense que c'est Grégory dans la salle qui pourrait plus en parler, parce que c'est vraiment des choses sur lesquelles repose aussi toute la médiation scientifique, hein. Il y a beaucoup de médiation autour des savoirs stabilisés et sur la manière dont ils ont été trouvés, identifiés, conçus, etc. Alors, j'ai parlé de vérité, pourquoi? Parce que c'est pas parce que ce sont des savoirs qui sont stabilisés et dont on sait qu'ils sont vrais que ça n'empêche pas d'avoir de l'esprit critique en fait sur ces savoirs stabilisés. Pas au point quand même de penser que la Terre est plate, même si ça arrive régulièrement, je dirais. Et donc, on a besoin aussi d'informations sur ces savoirs stabilisés, mais aussi sur des recherches qui sont en cours. Par exemple, un savoir stabilisé, ça va être le fait que telle espèce d'oiseau mange telle espèce d'insecte qui est mangeur des chênes, etc. Bon, ça, c'est le genre de chaîne alimentaire, on a des savoirs stabilisés là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que, avec le changement climatique, bah, on ne sait pas en fait où vont les oiseaux. Est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce qu'ils nidifient ailleurs? Est-ce que ça change leur prédation? Et en fait, il faut comprendre aussi que le changement climatique, comme il transforme et il amène des adaptations aussi chez les espèces, eh bien, on a besoin de recherches qui continuent à se faire. Or, ce sont des recherches dont on a besoin de temps long et donc qui ne peuvent pas se présenter comme des savoirs stabilisés. Ce qui rend d'autant plus difficile l'accès à l'information et le type de médiation scientifique qu'on veut donner. Ça rend aussi complexe pour les bibliothèques puisque ce type d'information-là, elle n'existe pas sous la forme d'un bouquin vulgarisé. D'accord? Ce sont des recherches en cours avec des données sous forme de fichiers Excel, quoi, et des graphiques. Voilà. Comment on a accès à ça? Euh, et puisque je parle de ça, c'est l'occasion de dire que l'information scientifique, quand elle n'est pas vulgarisée, racontée sous la forme d'une histoire, etc., qui est déjà pensée pour les lecteurs, quand elle est brute, en gros, elle est hyper complexe. Elle est complexe au sens où il s'agit d'une langue, enfin d'un jargon en fait. Voilà, on a un jargon scientifique. La forme aussi, elle répond à des exigences bien précises. Et d'ailleurs, c'est pas la même selon toutes les disciplines, hein. Les lieux de dépôt sont complexes. Est-ce que vous savez où trouver un jeu de données scientifiques? Alors, évidemment, les collègues des BU sont là, genre, ouais, pas de problème, je vais chercher ça dans un entrepôt. Les autres, non, je vois pas comment vous pourriez savoir ce que c'est un entrepôt de données. Et puis même aller naviguer dedans. Alors, vous êtes bibliothécaire, donc évidemment, la navigation sur des plateformes, c'est facile pour vous, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, de toute façon, ça ressemble à rien, c'est moche. Enfin, je veux dire, n'importe quel humain bien centré n'a aucune envie, à part les bibliothécaires donc dans le monde, et les archivistes, hein, vous planquez pas, c'est pareil, n'a envie d'aller se promener sur un catalogue. Enfin, il y a vraiment que nous que ça fait kiffer, quoi. Et donc voilà, il faut bien aussi se dire que ce sont des lieux qui amènent aussi d'autres vulnérabilités. Voilà. Et du coup, l'accès à l'information scientifique, même s'il est ouvert de plus en plus, euh, c'est ce dont on parle hein, dans les universités, les collègues des BU pourraient vous en parler, les BU sont vraiment des piliers de l'ouverture de la science. C'est une ouverture qui a d'abord été pensée pour être ouverte envers les pairs. Et même si on pense de plus en plus les relations science et société, on a même un label Science avec et pour la société depuis 2021, même si on s'intéresse à ces questions-là, on se rend compte qu'en fait, on a un certain nombre de difficultés à faire transmettre cette information scientifique, et notamment celle qui est, alors brute, même traitée, mais celle qui se présente non pas comme des savoirs stabilisés, mais bien comme des savoirs en cours de production. Les collègues en médiation scientifique rencontrent la même difficulté, hein. C'est pas propre aux bibliothèques, c'est les, tous ceux qui sont dans des exigences de transmission des savoirs, en fait, font face à la même difficulté. Alors, on verra, hein, on s'intéresse de plus en plus aux sciences participatives, y compris dans le champ de la médiation scientifique, et c'est pas pour rien, c'est pour essayer de comprendre les processus qui sont à l'œuvre, mais on a quand même une inquiétude légitime à avoir du fait de la complexité des contenus et du fait de la complexité des formes sur notre capacité en tant que citoyen à se saisir de l'information scientifique correctement. Et je m'inclus totalement là-dedans, hein. Moi, j'arrive à lire un article de sociaux, il n'y a pas de problème, mais par contre, je peux vous dire que je n'arrive pas à lire un article de chimie. Et il y a des articles en chimie qui m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont sur la pollution des rivières. Et en plus en sciences participatives, donc tous les trucs qui m'intéressent, je ne les comprends pas. Littéralement, je ne les comprends pas. Et je travaille sur les forêts avec des écologues forestiers. Il y a un article d'un de mes collègues. J'ai pas de problème à lire l'anglais, voilà, parce que c'est mon job. Je l'ai lu, mais
10 fois, je ne comprenais pas la conclusion. Vraiment, je ne comprenais pas, alors que je n'ai pas de problématique, moi, de découverte du processus scientifique. Je n'ai même pas ce problème-là. Je ne comprenais pas parce que c'est des modalités, mais c'est des modèles déjà. Et donc, je ne comprenais pas. Et ce qui m'a aidé, c'est de parler avec le chercheur, mais surtout, c'est que j'ai fini par mettre l'article dans dans une IA qui fait un résumé et ça m'a permis de mieux comprendre en fait l'enjeu de la recherche parce qu'il y avait des choses qui m'échappaient. Et pourquoi ça m'échappait? Ben parce qu'en fait, j'ai pas moi fait 15 ans d'études sur ça pour comprendre ce qui est entre les lignes en fait. Et dans la vulgarisation, ce qu'on donne, c'est l'entreligne aussi. Voilà. Mais là, on l'a pas forcément. Donc sur des recherches qui en plus sont pas finies, c'est très difficile d'avoir ce récit complet. Et donc, ça pose la question, évidemment, de comment on va transmettre ça. Ça explique que la transmission, elle soit souvent médiatisée, donc comme je l'ai dit, soit par la simplification, soit par un accompagnement, les médiateurs, et ça pose évidemment la question de la formation et des compétences des dits médiateurs, et ici notamment des bibliothécaires. Ça va toujours ça? C'est bon? Euh, les bibliothèques et l'adaptation, du coup, je reprends toujours ma question, là, je la retransforme au sens où, au fond, la question que ça nous pose, c'est dans quelle mesure les bibliothèques répondent aux mêmes enjeux de collection, animation, littératie, participation, équipe, document cadre dont j'ai parlé, sur la question des informations scientifiques qui sont nécessaires à comprendre la transformation d'un territoire en transition pour pouvoir s'y adapter. Donc, on sait que les bibliothèques, elles travaillent en collection, animation, littératie, participation, équipe, document cadre sur la question de l'écologie. Ouais, mais comment elles font ça sur la question des informations scientifiques nous sont nécessaires pour lutter contre la vulnérabilité informationnelle? Qu'est-ce qu'on fait de l'information scientifique, notamment celle qui est en cours, celle qui n'est pas facile d'accès, etc., etc. Alors moi, pour essayer d'aborder cette question-là, j'utilise un cadre d'analyse et de travail dans mes recherches qui est celui de la littératie environnementale. Là, ne vous étonnez pas, mais j'ai un titre suivant qui n'est pas le bon. Je viens de me rendre compte que j'ai mis la slide en oubliant de changer le titre. Mais ici, il y a écrit littératie environnementale, d'accord? Vous ne le voyez pas, mais il y a écrit littératie environnementale, d'accord? Alors, définition. La littératie environnementale, d'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont familiers de ce concept? Personne? N'hésitez pas dans le chat à me dire non, parce que comme j'ai pas vos caméras, je vois pas si vous hochez la tête chez vous. Je vois pas. Ok, donc on va dire que c'est un non global. Ah, un non, un gros non. Donc voilà, carrément un non en majuscule. On va dire que c'est un non pour tout le monde. Ok. Donc la littératie environnementale, c'est un truc qu'on utilise pas mal dans le champ des sciences de l'information et donc en bibliothéconomie aussi. Euh, c'est une littératie. Ok, une littératie, on est d'accord, c'est l'apprentissage d'un certain nombre de compétences qu'on puisse derrière utiliser en autonomie. La littératie de base, c'est d'apprendre à lire, d'accord, écrire. Deuxième littératie de base, c'est compter, c'est ce qu'on apprend à l'école, hein. Et puis, au fur et à mesure de notre vie, en bibliothèque, vous savez bien, on apprend des littératies autour des médias, par exemple, et de l'information, de l'éducation à l'information, etc. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle la littératie environnementale. Alors, il y a d'autres termes, parfois on trouve littératie écologique, etc. Bon, peu importe. L'idée, c'est d'aborder les questions climatiques par le prisme de cette littératie plutôt que par celui de l'éducation. Parce que euh, cette littératie, elle a quatre grands axes, on va dire. Le premier, c'est la question de la transmission des savoirs. Habituellement, les littératies, elles relèvent d'une transmission qui est descendante. Par exemple, je vais vous apprendre à lire ou à écrire, voilà, c'est la méthode, et à la fin, vous savez lire et écrire, quoi. D'accord? C'est ça le but. La littératie écologique, elle repose sur des méthodes de transition qui sont collaboratives. Collaboratives, donc participatives, partenariales, etc. C'est-à-dire que on apprend en produisant des savoirs. Alors, vous allez me dire, si vous êtes médiateur scientifique, par exemple, que c'est un peu aussi un des principes de l'éducation populaire, par exemple, etc., qu'on fait avec et pas pour. Oui, mais là, c'est pas juste dans la transmission et la compréhension, c'est vraiment dans la production de savoir. C'est-à-dire qu'on apprend en produisant des savoirs, des nouveaux savoirs, j'entends. D'accord? La deuxième chose, c'est que ces connaissances qu'on essaye de transmettre et donc de produire en même temps, euh, elles, elles sont pas, si vous voulez, unimodales.
Par exemple, quand on doit savoir lire et écrire, lire, c'est une chose, voilà, c'est-à-dire il faut savoir lire son alphabet, par exemple. C'est une chose qu'on doit faire. Il y a pas, il y a mille façons d'apprendre à lire, mais par contre, lire, c'est une seule et même chose. D'accord? Alors que là, l'enjeu, c'est pas tellement d'apprendre des compétences comme ça, c'est d'apprendre, en fait, à lire les connaissances. C'est-à-dire à reconnaître qu'en fait, il y a une grande variété de connaissances à acquérir et à mettre en relation. C'est-à-dire, en gros, ce que ça veut dire, c'est que il faut apprendre à voir dans les connaissances des relations et des systèmes. Là, évidemment, ça laisse une grande place à l'esprit critique, hein, c'est ce qu'on fait aussi en médiation et en bibliothèque. Donc, grande place aussi au concept et à l'interdisciplinarité. Ça, c'est important. En littératie écologique, on n'étudie pas seulement les choses du point de vue de la biologie. Voilà. On va étudier les choses avec un certain nombre de disciplines, et notamment en mêlant des sciences sociales, sciences exactes, etc. Troisième axe, c'est la réception. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Vous embêtez pas à prendre plein de notes, au fait, au cas où ça vous intéresse, ne vous embêtez pas à prendre plein de notes, parce que je pourrais vous faire passer le support. D'accord? Donc, la réception, l'idée, c'est que l'enjeu quand même de cette littératie écologique, c'est que la communauté se reconnaisse à travers et s'interroge sur elle-même autour de ces concepts, de ces méthodes, etc. Et en développe un sentiment de responsabilité et d'empathie, justement parce qu'on voit les choses en système et en relation, qui sont des marqueurs de réussite de la transmission. C'est-à-dire qu'en gros, la réussite de la transmission, c'est pas de savoir si les gens ont retenu comment les arbres avancent, par exemple, d'accord? Ou quelles sont les espèces, etc., etc., ou ce que c'est une ligne de limite, etc. La question, c'est comment ça ouvre, en fait, on va dire, les chakras de la responsabilité et de l'empathie. Voilà. Et enfin, l'objectif final de la chose, habituellement, les littératies, elles ont pour focale l'individu en train d'apprendre, alors que la littératie écologique, du fait de tout ce que j'ai dit, du fait que la transmission est collaborative, du fait que les connaissances sont à voir en système et du fait qu'on est sur de l'empathie, la littératie écologique a pour focale une incapacitation collective. D'accord? C'est pas tant un moyen de penser le climat qu'un moyen de penser la vie en communauté sur des territoires qui ont une transformation liée au climat. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Ouais. N'hésitez pas hein, à poser des questions ou pas. Je suis vraiment tout à fait ouverte à ça. Je vais quand même surveiller l'heure. Euh, ah oui, il faut vraiment que je surveille l'heure. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment on peut, en gros, si je refais une définition plus simple, c'est de construire collaborativement des savoirs entendus comme des connaissances permettant de comprendre les relations et les systèmes à l'œuvre pour susciter empathie et responsabilisation et permettre une encapacitation individuelle et collective. La question, c'est est-ce que ça va bien avec la médiation scientifique telle qu'on l'a fait en bibliothèque? Je me permets pas de juger de comment ça se fait chez les autres, mais quand même, je vais parler un peu de médiation scientifique. Pour aller vite, la médiation scientifique, je pourrais faire des heures et des heures de cours là-dessus, donc là, c'est pas le cas, donc je vais aller hyper vite et donc forcément, ça va être très schématique et voilà et discutable. Mais en gros, on a plusieurs axes. Hein. Il y a la question de la vulgarisation et qui est hyper importante malgré ses défauts parce que elle donne vraiment elle nous rappelle l'importance de transmettre et aussi d'émerveiller. Voilà. Même si l'émerveillement, il est parfois un peu trop dirigé, on a quand même ce truc de s'émerveiller de ce qu'est le monde, de ce qu'est la science qui regarde le monde, etc. Il y a la culture scientifique qui travaille beaucoup plus sur l'expérimentation, le fait de faire, etc. Les enjeux aussi autour des savoirs consolidés, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur l'importance de faire mieux comprendre, de faire pour mieux comprendre et d'avoir un esprit critique. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Alors, d'abord, ces méthodes, elles continuent de se faire. Hein. On a vraiment des jeux de transmission. Enfin, moi, je fais en gros, quand je fais une formation, enfin quand je fais une intervention comme ça auprès de vous, je fais de la vulgarisation, hein. Enfin, clairement, quoi. Mes conférences scientifiques ne sont pas comme ça, encore que. Hein. Et quand je travaille avec des collégiens ou des lycéens, je fais peut-être plutôt de la culture scientifique. Enfin voilà, peu importe le tout, c'est que évidemment, je, je ne dis pas qu'il faut pas faire ni l'une ni l'autre. Tout est un savant mélange. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des choses qui font que ces manières de faire médiation scientifique, à mon avis, elles évoluent. Alors, elles évoluent d'abord parce que, je l'ai dit, un autre rapport au temps au temps du savoir lui-même, puisqu'il y a les enjeux de savoir en cours de constitution.
Donc la recherche et ses données, j'en ai déjà parlé. Et ça, c'était pas tellement dans la vulgarisation et c'était pas tellement dans la culture scientifique non plus. Donc ça pose vraiment la question de comment on fait pour donner accès à ça. Ça va avec le développement dans les bibliothèques universitaires et dans les universités de l'ouverture des données de la recherche. L'ouverture des données de la recherche, on en parle depuis 2019, d'accord? Donc, quand on a pensé la culture scientifique à la base, c'était dans les années 70-80, enfin, 60-70, et puis ça s'est institutionnalisé en 80. Euh, on parlait pas de, on travaillait pas comme ça sur les sources et les données. Le point 2, c'est un autre rapport au sens. On s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, à la fois chez les scientifiques et chez les gens qui étudient en tout cas la transmission de la science, et donc chez les médiateurs a priori, aux approches sensibles de la recherche. Il y a un texte que j'adore, moi, de quelqu'un qui s'appelle Toomey, qui est une chercheuse en sciences cognitives, qui a beaucoup travaillé sur est-ce que ça marche quand on fait de la transmission de la science auprès des gens? Est-ce que ça les convainc, par exemple, qu'il faut changer de comportement, etc. Donc, quand, par exemple, j'explique un truc scientifique, par exemple, j'explique que la Terre est ronde à mon élève, est-ce que ça marche? Voilà. Est-ce que, du coup, il pense que la Terre est ronde? Eh ben, je vous le donne en mille, non, ça marche pas, en fait. Non. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de médiation scientifique, hein, attention, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'en fait, face à des convictions, notamment des croyances religieuses, etc., vous pouvez arriver avec toute la rationalité que vous voulez, ça ne marche pas. Voilà, parce qu'en fait, la force des convictions et le poids de la croyance et de ce qui fait aussi les attachements à une communauté, voilà, ça n'est pas balayé par une simple équation, en fait. Ça n'est pas possible. Donc, par un simple transfert d'informations. Donc, en fait, ce qu'elle a étudié, elle, c'est que pour qu'on puisse être touché par des enjeux scientifiques, il faut, un, que les personnes soient actives. Alors, vous me direz, bah, dans la culture scientifique, c'était déjà le cas, oui. Mais là, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut plutôt être actif sur les questions de comment se construit la science. Et donc, notamment, ce qu'elle conseille, elle, c'est le développement des sciences participatives, comme des outils de transmission et de transfert d'informations. Et puis, il faut que les gens soient touchés. Et donc là, on est plutôt sur les questions touchées parce qu'on expérimente nous-mêmes. Par exemple, tous les gens qui ont eu un blob à l'époque de la recherche participative sur le blob, ils ont été hyper émus de voir ce truc qui bouffe ses céréales, qui grandit, qui voilà, et ça apporte des nouveaux regards aussi sur l'environnement qui est le nôtre. Et puis en fait, c'est aussi des approches sensibles, donc c'est le travail avec les arts, etc. Et là encore, c'est pas des choses neuves. Les premiers théâtres scientifiques existe depuis le 19e siècle. D'accord? Alors, ça fait très longtemps qu'en vulgarisation comme en culture scientifique, on travaille avec l'art. Mais on a une autre approche, en fait, de ce rôle de l'art dans la science. Et moi, je vais vous en parler. Par exemple, moi, je travaille sur le slam, sur la poésie de la science. Donc, vous voyez, on est... Et point numéro 3, alors, ça, c'est pas nouveau. Mais néanmoins, je le redis, on a un autre rapport à la compréhension, là, qui devient véritablement, comment dire... identifier, même si c'est pas toujours évident pour mes étudiants, par exemple, eux, leur première chose, c'est quand je leur dis, bon, la médiation scientifique, ça sert à quoi? Ça sert à faire comprendre, par exemple, ce que eux, ils font comme science. Mais ouais, non, non, la médiation scientifique, en fait, c'est un peu plus complexe que ça, quand même. Le rapport à la compréhension, c'est un des aspects. Au mieux, on est content si les gens, ils ont compris, mais en fait, il y a une théorie qu'on appelle la théorie des voyelles. C'est facile à retenir, A-E-I-O-U. C'est Burns qui a développé cette théorie. A, c'est comme awareness, donc c'est le fait d'avoir quand même une conscience qui a un sujet, hein, par exemple, qui a eu des dinosaures. Voilà, je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas eu de dinosaures. Donc, conscience qu'il y a eu des dinosaures. Enjoyment, c'est l'amusement et la joie qu'on peut avoir à la fois à découvrir la science. Bon, alors, moi, je suis un peu fan de science, donc évidemment, on me dit n'importe quelle information scientifique, je suis enjoy, mais c'est de faire naître cet enjoyment. Tout à l'heure, je parlais d'émerveillement, c'est vraiment important. Il y a interest, c'est de faire naître un intérêt sur le sujet, et ce ne sont pas les mêmes choses, en fait, il faut bien le comprendre. D'accord? Savoir qu'il y a eu des dinosaures, ça veut pas dire que je m'y intéresse, quoi. Et ça veut pas dire que je trouve ça fun, d'ailleurs. OK? Donc, on est obligé de travailler sur toutes ces questions-là. C'est opinions. Opinion, c'est le fait que la personne puisse développer une opinion sur le sujet. Donc, c'est vraiment en lien avec la culture scientifique et l'esprit critique. Et à la fin, il y a un understanding. Alors, il est à la fin parce que c'est U. Ça veut pas dire que c'est le point final. Simplement, l'understanding, c'est un des aspects. Donc, quand on fait de la médiation, on n'est pas obligé de toucher à tout et à tout en même temps. Parfois, on commence par l'enjoyment. Si les gens ils sont enjoy, ils vont peut-être du coup s'intéresser et etc. etc. D'accord? Donc, il faut aussi admettre et lâcher prise
sur ce qu'on réussit à atteindre. Et donc, voilà. Moi, sur la manière dont je fais la médiation scientifique, je cherche pas toujours à ce que les gens comprennent. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce que l'enjoyment qu'ils vont ressentir va leur permettre d'exprimer sur les opinions qu'ils avaient déjà sur le sujet. Et c'est pas grave s'ils comprennent pas le projet scientifique. Ce qui va m'intéresser, c'est comment, en fait, la médiation scientifique va nous permettre d'aller vers le sensible et l'intime de la personne pour que, justement, on puisse s'intéresser à, enfin, comment dire, susciter de l'intérêt, de l'awareness, etc., etc. Et donc, la question qu'on a, évidemment, c'est, eh ben, comment en bibliothèque mettre en place des actions de médiation scientifique qui respectent à la fois le cadre d'action de la bibliothèque et celui de la littératie environnementale, compte tenu de tout ce qu'on a dit, des transformations que ça peut créer en termes de médiation scientifique. Ça va? C'est clair? Ouais? Vous avez le droit de dire, hein, si vous pensez que si vous n'êtes pas d'accord ou quoi, n'hésitez pas, hein. C'est clair. Déjà, c'est clair, c'est cool. Du coup, ce que je vous propose maintenant, que j'ai dit ça, alors c'est très schématique tout ça parce que j'ai pas beaucoup de temps et alors j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je vais vous illustrer, enfin non, illustrer, je sais pas, en tout cas j'espère, mais je vais vous raconter le projet de recherche Ecodoc, ce qu'on fait et qui sont des expérimentations de recherche, mais qui visaient à justement étudier des nouvelles formes de circulation de l'information scientifique. Et ce sont des choses qu'on a expérimentées beaucoup avec et dans des bibliothèques. D'accord? Et puis, je vais vous présenter quatre ateliers qu'on a menés. Et puis, j'essaierai à chaque fois de vous dire un peu ce que, à mon sens, pourquoi c'est faisable en bibliothèque et ce que ça apporte. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait pour mes recherches, donc ça m'apporte des choses bien précises pour mes recherches. Mais je pense que ce sont des choses qui sont adaptables en bibliothèque. Et pourquoi et comment et avec quelles limites aussi. Ça marche? Donc, Ecodoc, c'est quoi? Alors, c'est un projet de recherche qui est mené à l'Université de Bordeaux, qui est financé principalement par l'Université de Bordeaux, avec une participation de l'URFIST de Bordeaux aussi. J'en suis la porteuse de projet. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est mon projet à la base, voilà, c'est mon idée. Je suis la scientifique principale, lead principal investigator, on appelle ça dans les projets de recherche, c'est-à-dire l'enquêteur principal. Mais je travaille tout le temps, voilà, avec Mathilde Garnier, qui est chercheuse aussi, et qui est chef de projet sur ce projet-là. D'accord? C'est pour ça que si vous cherchez certaines publications qu'on a pu faire, c'est toujours co-signé, parce que voilà, moi, je ne suis rien sans Mathilde. J'espère qu'elle pourra écouter cette vidéo et sache combien c'est important. Euh, alors, Ecodoc, ça veut dire quoi? Ecodoc, on l'a inventé en disant que c'était espace commun de documentation. D'accord? Espace parce que ce qu'on veut, c'est inventer un espace, un lieu, on va dire, où on peut faire dialoguer les savoirs. Commun, c'est parce qu'on pense que cet espace-là, il serait utile à tous, à la fois utilisable par tous et utile à tous. Et puis, de documentation, pourquoi? Parce que bah, je vous l'ai dit, hein, moi, mon truc, c'est l'information et la documentation. À un moment ou l'autre, je vous ai dit hein, qu'à un moment ou l'autre, j'en reviens toujours aux documents. Et voilà, évidemment, l'idée, c'est de définir et d'organiser une collection de savoir, un travail de bibliothécaire, hein, et, donc de créer ces espaces-là. Et en gros, on s'est dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de penser. Donc, nous, notre objectif, c'est pas tellement de le créer que de penser les conditions et d'analyser d'un point de vue scientifique, mais de créer des sortes de bibliothèques mobiles qui seraient adaptables, ce seraient des bibliothèques de savoir en dialogue et utilisables dans différents lieux, genre dans la forêt, en bibliothèque, en cours, etc. Euh, et, et que ça, en fait, ce travail de mise en relation, de mise en savoir et en dialogue, ça nous permet de définir ce qu'on appellerait une écologie documentaire. Et dans écologie documentaire, vous retrouvez éco-doc. Voilà. Donc écodoc, c'est espace commun de documentation et ça veut aussi dire écologie documentaire. Euh, donc nous, la question qu'on va essayer de poser là, c'est comment, en tenant compte des quatre clés hein, de la littératie, donc système de connaissances, donc les relations, la participation, l'empathie, l'encapacitation,
comment on peut faire circuler les informations scientifiques. Alors nous, on applique sur les arbres et les forêts, on appelle le sujet des arbres et des forêts, et comment améliorer l'accès aux informations scientifiques liées aux territoires qui subissent des aléas climatiques. Et donc, on verra après et en quoi ça concerne les bibliothèques. Et donc, pour être plus clair, on y répond en faisant des espaces communs de documentation. Autre chose, les bibliothèques dans le projet, elles sont partie prenante au sens où elles sont vraiment participatives, au sens où elles font partie, on a 3 bibliothèques qui font partie du comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est vraiment là où on pense le projet. Par exemple, alors, moi, je définis, voilà, l'enquête suivante, ça va être ça. Ça va être d'étudier, par exemple, via la poésie, la possibilité de mettre en récit, etc. Et la modalité de l'atelier, on la travaille en comité de pilotage. Et dans le comité de pilotage, il y a des partenaires académiques, il y a des partenaires de l'université, mais qui sont des services de médiation. Il y a la bibliothèque universitaire, il y a des collectivités territoriales, donc la ville de Florac et sa médiathèque, la ville d'Arès et les services culture, dont la médiathèque. Et il y a des partenaires extérieurs qui sont la Villa Valmont, c'est une résidence, c'est un lieu de résidence d'écriture, et notamment d'écriture des paysages. Et Street Deaf Records, qui est une association de slam et de rap, et qui fait de l'accompagnement. Non, non, Littérature, c'est pas une émanation des codocs. Ce sont deux choses, je l'ai découvert beaucoup plus tard, quoi. Financeurs, on a ACT et Sunset qui font aussi partie du comité de pilotage. Sunset SAP, c'est toutes les relations sciences et société, donc ce sont des médiateurs scientifiques. Et ACT, c'est plutôt des spécialistes de la transition écologique. Voilà. Donc les bibliothèques, vous voyez, il y en a 3, deux territoriales et une universitaire. Par ailleurs, on travaille aussi avec les bibliothèques parce qu'on fait des résidences. Donc ça, c'est un truc qu'on a mis en place dans notre projet, c'est des résidences de recherche. C'est-à-dire que régulièrement, je pars pendant une semaine à Arès pour aller travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On y fait des temps d'expérimentation, d'écriture, de collecte de données. C'est-à-dire on travaille entre nous, là, les gens du COPIL qui y partent, et puis on travaille avec des partenaires et on en profite pour faire des ateliers, des conférences pour le grand public. Là, par exemple, on était venu avec une expo, on avait fait des ateliers pour les gens, etc., etc. Et donc, on le fait, par exemple, à l'occasion des fêtes de l'arbre, puisqu'on travaille sur l'arbre. Voilà, voilà. Et j'en profite pour vous dire que les résidences, c'est vraiment génial. Alors, c'est génial pour nous, les chercheurs, parce que du coup, ça nous sort de nos bureaux, ça nous permet d'aller travailler et écrire. La ville d'Arès m'héberge, elle met à ma disposition un mobil-homme. Par exemple, l'autre jour, on était 4, on avait 2 mobil-hommes, chacun sa chambre, etc. Et en fait, pour nous, c'est génial, en fait. Donc, on a aussi un endroit à la bibliothèque où on peut aller travailler. Et on écrit, mais comme des dingues. Si vous voulez, c'est presque du H24 pour nous. On se lève, on écrit, voilà. Et on s'arrête pour aller faire des animations à la bibliothèque. Donc, on fait des ateliers, des conférences, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment super pour la bibliothèque. Ça leur coûte pas grand-chose. Et comment est-ce qu'il est possible de participer ou d'accueillir une résidence? Bah, en fait, il faut connaître des chercheurs. Il faut proposer à des chercheurs. Venez, etc. Donc, si par exemple, vous connaissez une chercheuse en sciences de l'infosociologie, c'est un contact, vous pouvez lui dire, ça t'intéresse de faire des résidences de recherche à Sainte-Hélène? Et on en discute, quoi. Voilà. Mais si ce que vous cherchez, c'est des chercheurs en je sais pas quoi, bah, prenez contact. En l'occurrence, vous pouvez prendre contact avec moi et me dire un peu quel serait votre projet, puis je pourrais vous orienter vers des chercheurs. Je parle tout particulièrement à Alison parce que c'est en Gironde. Les autres, mais vous faites la même chose. Alors moi, ce que j'aime bien dire, désolé pour les collègues de BU qui sont là, mais c'est allez voir vos BU. Allez voir vos BU. Les collègues des BU, ils connaissent plein de chercheurs, ils savent un peu quels sont les labos. Allez voir vos collègues des BU, allez leur dire, comment est-ce que je peux faire ça? Nous, on a un projet dans ma ville sur le sport, par exemple, ça m'est déjà arrivé une médiathèque qui m'a contacté pour ça. J'ai dit, voilà, attends, tu vas voir la BU, eux, ils savent le labo de sport, qui allait contacter et tout, et ils se sont mis en contact avec les chercheurs. D'accord? Donc, les BU sont vos meilleurs amis, les collègues des bibliothèques territoriales, sachez-le. Et donc, nous, on fait des résidences, on en fait à Florac. Alors, Florac, c'est sur la métropole de Bordeaux, j'ai pas besoin d'être hébergé, mais on fait quand même plein de... Ah, projet sur la forêt. Bon, on s'en reparle, Alison, on s'en reparle. Euh, donc, on y va pour faire des ateliers, etc. Ils nous hébergent en gros toute la semaine, mais là, par contre, je vais pas dormir à Florac parce que c'est à côté, voilà. C'est à côté, quoi. Voilà, c'est la communauté urbaine, quoi.
Mais c'est hyper bien les résidences, donc enfin, vraiment, n'hésitez pas à monter ce genre de truc, c'est vraiment très bien. Donc, je vous parle un peu des ateliers, je vais aller hyper vite parce qu'en fait, il est 11h08 et j'ai pas du tout fini. Premier atelier qu'on a monté, nous, s'appelle Raconter la science. Vous aurez le support, hein. Raconter la science, ce sont des ateliers où on a proposé aux gens d'organiser des savoirs scientifiques. Alors, on en a organisé deux, un avec les comités de pilotage et un avec des bibliothécaires. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé travailler avec des scientifiques, donc des écologues forestiers. Ils travaillent sur les forêts et les arbres. Il y en a un qui travaille sur la fructification des chênes, un autre sur le débourrement et la sénescence des arbres, une autre sur le stress hydrique des arbres et un autre sur les arbres et les prédateurs. D'accord? Et on a collecté des données. Donc, ils nous ont donné des données sous forme de texte. Donc, on a par exemple un extrait du protocole, des choses comme ça, un extrait d'article. Et ils nous ont donné des données vraiment là, des données brutes, genre des fichiers Excel. Alors, vous voyez un peu sur l'image à côté, vous avez un peu des exemples là. Donc, vous voyez, il y a du fichier Excel, il y a des graphiques, il y a des photos, voilà, vraiment des graphiques, des bons gros graphiques, quoi. D'accord? Et donc, on donne, là, vous voyez un exemple avec, il y a des photos, une carte d'autres photos, du fichier Excel, derrière on voyait des graphiques, etc. Et donc euh, on donne aux gens qui participent à l'atelier, on leur donne un petit dossier comme ça avec des copies de tous les documents euh, scientifiques des collègues. Donc c'est vraiment une feuille, il y a une feuille avec le protocole, une feuille avec des données, une feuille avec la méthode, etc., etc. Et puis plein de données comme ça. Et la question qu'on leur pose, c'est comment vous le rangez, comment vous l'organisez pour que ce soit accessible et compréhensible par tout le monde. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir émerger comment les gens organisent les savoirs. Et par exemple, là, euh, nous, les chercheurs, si vous voulez, ce que nous ont présenté les chercheurs, on l'a rangé du point de vue de ce qu'on appelait la méthode scientifique. C'est-à-dire, ça commence par le protocole, ça commence par le contexte, donc là, par exemple la carte de la forêt, ensuite, on a le protocole et la méthode. Ensuite, on a des données. Ensuite, on a le résultat. Ensuite, on a l'analyse. Voilà, c'est vraiment un article scientifique, quoi. Voilà. Et on a tous les éléments rangés comme ça. Et en fait, quand on le donne aux gens, bah, ils le traitent complètement différemment. Par exemple, il y a un groupe qui a dit, ah ben non, mais en fait, faut pas du tout que ce soit classé, faut que ça arrive en vrac. Par contre, faut que les images, elles soient sur un recto et sur un verso. Il faut qu'il y ait du verbatim des chercheurs qui disent quelque chose de ça. Et puis, ça se présenterait sur une grande carte en A3 et puis les autres petites cartes à côté, puis on pourrait jouer avec et on travaillerait à retrouver les informations, à essayer de comprendre les liens, etc., etc. Euh, Inversement, et donc là, en fait, on est plus sur genre du contenu de chaque image qui est vraiment mise en évidence. Et image, c'est pareil pour un fichier Excel, hein, c'est une image. Sur l'autre image, là, qui s'appelle En suivant le fil, par exemple, vous avez ce qu'ils ont dit, eux, c'est ils ont dit, mais attendez, en fait, dans la forêt, moi, je voudrais savoir non pas ce qui se passe pour toute la forêt, mais je voudrais savoir ce qui se passe pour tel arbre. Et si je suis un arbre, l'arbre 10 par exemple, qu'est-ce qui se passe pour cet arbre? Et donc, ils ont fait, ben, vous savez, comme dans les enquêtes policières, là où on fait un tableau avec des fils, eh ben, on peut suivre des fils. Donc, on peut suivre le fil de l'arbre 10, et voir ce qui lui arrive. On peut suivre le fil il y avait deux méthodes dans ce projet, par observation à la lunette ou par observation au drone. Donc, on peut suivre tout ce qui se passe avec le drone. On peut suivre aussi ce qui se passe en termes de saison. Qu'est-ce qui se passe le printemps, voilà, etc., etc. Donc en fait, ils ont déterminé plein de manières d'aborder ça. Et il y a un autre groupe qui avait travaillé sur un calque. Donc en fait, on met la forêt et par-dessus, on vient mettre une des données, puis une autre donnée, puis une autre donnée, puis on fait grossir comme ça. Et ça, donc on l'a fait avec plusieurs personnes qui sont donc pas des spécialistes en écologie forestière, loin de là, notamment des gens de bibliothèque municipale. Il y a eu un certain nombre de trucs. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça fait vraiment sortir euh, les relations. Les relations, il faut entendre ça à un double sens, hein. La relation, c'est une façon de raconter, et la relation, c'est un rapport de dépendance entre deux choses. Et donc, à travers ces relations, il nous raconte autrement la science. Et ça qui est hyper intéressant pour nous, c'est de raconter un projet de recherche d'une autre façon. Et c'est surtout hyper intéressant pour les chercheurs. Donc ça, c'est un exemple de médiation scientifique qu'on peut faire en relation avec des chercheurs. Plutôt que d'avoir un chercheur qui vient à raconter son projet de recherche, on peut travailler en amont, comme une classe inversée, à proposer aux gens de lire
les données pour voir comment ils racontent le projet et ensuite échanger avec le chercheur. Et ça marche très très bien. Donc juste pour info, nous en fait tout ce travail-là, il nous sert pour construire une méthodologie de description de chaque donnée et les compléter avec les données, non pas les nôtres de chercheurs aguerris, mais des métadonnées faites par les citoyens. Et on se rend compte que ça nous ouvre en fait vraiment les types de métadonnées et qu'on va vers des métadonnées plus spécifiques, qui sont des métadonnées beaucoup plus sensibles. Voilà. Alors, je vous passe les détails, mais ça, c'est un peu l'explication de pourquoi on veut faire ça. C'est parce que il y a énormément d'informations sur les arbres et nous, on veut pouvoir réunir tout ça et faire des relations. En gros, c'est aussi un problème bibliothéconomique. Ce qu'on veut, c'est faire un catalogue qui soit hospitalier aussi en termes de métadonnées. Voilà. Donc, pensez, voilà, moi j'ai un concept qui s'appelle l'hospitalité documentaire et c'est ça, en fait. On voudrait que nos documents et la manière de décrire les documents soient hospitaliers. Donc ça, c'est intéressant parce que ça crée une incapacitation à partir d'une maîtrise du langage scientifique. Quand vous avez des gens qui se retrouvent à jouer avec des données, à les organiser, à essayer de les comprendre, à les relier, ben en fait, ils gagnent en compétence sur la lecture des données scientifiques. D'accord? Donc c'est vraiment ça qui se passe dans cet exercice-là. Et puis, ça permet aussi de repenser les liens et pour nous les catalogues. Là, ce qui se met en place, c'est vraiment la question en littératie de système de connaissances et de relations. Hein. En bibliothèque, ça prend la forme d'ateliers d'animation, donc de médiation scientifique. Ce qu'on s'est quand même dit, nous, c'est que l'atelier tout seul, nous, ça marche parce que les gens, ils venaient pour ça, en gros, mais enfin, ils étaient un peu captifs, on va dire. Mais pour attirer des gens pour venir faire ça, d'abord, il faut bien travailler comment on le présente. Et donc, c'est pas mal de le faire dans une relation avec un chercheur. Il faut qu'il y ait un gain, quoi. C'est-à-dire que les gens se disent ils vont mieux comprendre des choses. Donc, c'est peut-être parfois plus dans des enjeux de formation que d'animation, avec des collégiens, des lycéens, etc., pour pouvoir accompagner un discours sur l'information scientifique et comprendre qu'en fait, on peut parler de la science de plein de façons sans trahir non plus les données. D'accord? Donc, en termes d'information et de médias, éducation aux médias et à l'information, mais du point de vue de l'information scientifique, c'est intéressant. Et autre chose qui est intéressant, c'est que le coup, c'est papier, stylo, ciseaux, hein. Scotch. Voilà. Moi, j'amène toujours de la laine ou quoi. Enfin, vous voyez quoi, il y a zéro coup, quoi. Voilà. J'en profite pour vous dire que les chercheurs ont aussi dans leur mission de faire de la médiation, enfin de la diffusion des savoirs. D'accord? Et très souvent, en fait, les chercheurs, on vient bien gentiment bénévolement, puisqu'on considère que ça fait partie de notre travail aussi de toucher le public. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur offrir éventuellement le café ou des cacahuètes à la fin du truc, mais c'est complètement le genre de projet qui peut se faire. Deuxième type d'atelier, on l'appelle de l'arbre à la feuille. L'arbre à la feuille, ce sont des ateliers de sciences slamées qu'on a fait avec des habitants. Je vais rentrer en détail là-dessus. En partenariat avec une association de slam, qui s'appelle Street Deaf Records à Bordeaux. Et l'idée étant d'inviter les gens à produire à nouveau des nouveaux récits de la science. Étant donné que quand on fait ce premier atelier euh, comment dire, l'atelier raconter la science, on voit bien que les gens ont d'autres récits. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe si on leur demande de nous raconter quelque chose, mais de manière plus poétique? Est-ce que ça va faire ressortir non pas un récit de la science, mais un récit de leur lecture à eux de la science, par le biais de l'émotion et du sensible? Donc, donc voilà, je rentre pas sur les détails du sensible et de l'émotion. En général, l'émotion, c'est quelque chose d'assez méprisé, en tout cas disqualifié. Nous, on a décidé de lui faire une vraie place. Entre octobre 2023 et octobre 2024, et on continue à en faire, hein, et on a encore fait il y a 2 semaines, mais on l'a pas rentré dans le projet de recherche au sens où je collecte plus des données là-dessus. Mais entre octobre 2023 et 2024, on a fait ces ateliers dans 11 lieux, dans des bibliothèques, dans la forêt, sur le campus, des ateliers qui durent de 1h15 à 4 heures pour le plus long. Le plus long, en fait, c'était 3 heures d'atelier et 1 heure d'enregistrement. Aujourd'hui, en 2 heures, ça suffit pour que les gens créent. Et puis, je l'ai déjà fait en 1h15 sans trop de difficultés, mais avec 2 heures et demie, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de super bien. Les participants, on a 146 personnes qui ont participé, de 11 à 83 ans. Et je tiens à dire que parmi nos plus jeunes de 11 ans, il y en avait qui étaient en classe Ulysse, spectre de l'autisme, et et la personne la plus vieille était en EHPAD. Et on a eu voilà, tout un tas de personnes très différentes. Au total, ils ont fabriqué 152 textes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont écrit plusieurs, et il y a une seule personne qui n'a pas écrit.
de tous nos ateliers, et c'était dans le premier atelier, et c'était celui d'expérimentation, c'est-à-dire que j'ai demandé notamment à des collègues de bien vouloir tester avec moi, donc un collègue euh, qui, qui était un peu qui traînait dans le coin et qu'on a chopé pour faire ça, et bon, et c'est le seul cas qu'on a eu. Les textes qui ont été produits, ils vont de 6 lignes à 5 pages. En l'espace de 2h30, 3 heures, il y a des gens qui écrivent 5 pages. D'accord? Pas moi. Je dis pas moi, mais moi j'ai slamé aussi, hein. J'ai commencé ça. J'avais aucune compétence en slam et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi le slam. C'est parce que nous, on n'avait pas de compétences dessus, mais qu'on savait qu'on allait le faire avec les autres. Et ça nous paraissait bien de se mettre à l'épreuve aussi d'un truc qu'on maîtrisait pas plus que les autres. On retrouve à nouveau dans ce projet-là, on leur a proposé d'écrire un texte à partir toujours des mêmes documents scientifiques que vous retrouvez là. Vous voyez, hein, vous retrouvez les images dont je vous ai parlé. On leur a donné en leur disant, voilà, à partir de ces données-là, dont je vous ai déjà parlé, écrivez du slam. Alors pourquoi le slam? Le slam, ça ne demande en termes d'outils que un papier et un stylo. OK? C'est tout. Du papier et du stylo. Il n'y a pas d'accessoires. C'est même normalement interdit dans les compétitions de slam. Il n'y a pas d'accessoires. C'est un truc hyper égalitaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie écriture, une partie performance. Et comme c'est performance, c'est un peu célébration. Il y a un enjeu, tu sais, il y a de l'applaudissement, il y a des rires, on applaudit, etc. Enfin, c'est très, très physique. Et du coup, c'est très enthousiasmant. Donc, voilà, il y a plein de raisons. Nous, le slam, on a trouvé que ça correspondait à ce qu'on voulait faire. Donc, on travaille avec Street Death Records qui, en plus, a imaginé a inventé une méthode d'écriture, d'aide à l'écriture qui est géniale, qui s'appelle le slam à lauréat. Vous pourrez répondre à vos questions si vous en avez plus tard. Et du coup, l'atelier se déroule entre des jeux de rimes, de mots, des jeux d'oralité, la présentation du slam à lauréat, la présentation des dossiers documentaires, et ensuite les gens écrivent. Voilà. Et on s'est rendu compte, à notre grande surprise, qu'en fait, les gens ils y partent, quoi. Ils partent directement, ils se mettent à écrire. Vous avez des exemples d'ateliers, vous avez vu comme on est tous hyper studieux, parce que moi, je m'efforce de le faire à chaque fois hein, pour que tout le monde soit à la même enseigne. Mais ce qui est hyper drôle, c'est que les slammers nous ont dit qu'en gros, limite, ils s'ennuyaient pendant les ateliers, parce que ils avaient personne à qui aider, quoi. Et les gens partent directement, et y compris les élèves de 11 ans, quoi. D'accord? Parce qu'on l'a fait avec des collégiens. Donc voilà, bref, je vous passe tous les détails parce que ce serait je vous l'ai mis pour que vous l'ayez, mais c'est vraiment sur les enjeux. Ce qui est intéressant avec la poésie, c'est qu'elle permet de dire l'indicible, voire l'inconscient parfois, et ça permet d'aller re-raconter en fait la problématique dont on parle du point de vue de son expérience intime. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est hyper important pour comprendre les transformations socio-économiques qu'on voit ce que vivent les gens sur les territoires. Donc en fait, ça permet d'exprimer autour d'un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire le feu de forêt, ça permet d'exprimer finalement comment est-ce qu'on le vit tous, quoi, et par où on le vit. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils le vivent par des endroits très différents. C'est très libératoire d'abord, mais ils le vivent. Il y a le texte que j'ai mis là, par exemple, c'est une jeune fille de 14 ans dans un de nos ateliers. Elle parle de l'éco-anxiété, quoi. Voilà, c'est son truc. Mais j'avais une autre dame dans le même atelier qui avait 74 ans. Au passage, c'était la seule qui écoutait du slam. Les autres ne connaissaient pas le slam, c'est la seule qui écoutait du slam, elle avait 74 ans. Et son texte, il parle vraiment de solidarité. J'ai quelqu'un d'autre dont le texte, il parle beaucoup de son pays natal. Une autre personne qui va me parler de l'éducation de ses enfants. Et donc, on voit, en fait, ça permet de faire émerger des problématiques et des vulnérabilités personnelles. Et une fois qu'on les a toutes mises sur la table, puisque le slam, c'est écrire et c'est partager à l'oral, on a vraiment quelque chose de très collectif qui se passe entre les personnes. Et ça, c'est vraiment très riche. Donc, nous, on appelle ça la poétisation de la science. Pour info, je vous le montre même en vrai, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais ma caméra, on a sorti un petit livre avec les textes des gens. Et ça, on l'a mis dans la bibliothèque. Et donc, à la bibliothèque maintenant, et donc dans d'autres bibliothèques, celles qui ont été partenaires, mais d'autres qui nous connaissaient, qui nous ont demandé, on peut retrouver ce document-là avec les textes des gens. Et ils sont aussi en ligne, on les a diffusés sur Instagram, donc il y a tout un enjeu aussi. Cette empathie, elle se suscite dans les textes, dans le slam évidemment, et dans le fait de les présenter à l'oral, mais elle crée vraiment un groupe. Je vous dirais ça, Alison.
elle crée vraiment un groupe, euh, un collectif uni, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et ça, c'est parce que les gens, en fait, partagent et diffusent leurs émotions, finalement. Voilà. Alors, au passage, on a invité les gens à faire différentes restitutions. Alors déjà, ils sont en ligne. On a fait une restitution, une scène slam à l'occasion d'un événement où il y avait Radio Campus. Donc, on a été interviewés et après, on a demandé à certains des gens qui avaient participé à nos ateliers de slam. Donc ça, par exemple, c'est quelqu'un qui a 65 ans, qui est venu à nos ateliers de slam et qui est revenu ici sur la radio pour slammer son texte. Et là, c'est une soirée dans la maison de résidence d'écriture dont je vous ai parlé, où on a fait une soirée où on a nous présenté un peu ce projet de recherche, entrecoupé de textes de slam. Donc là, c'est un des slammeurs qui texte, mais il y avait aussi des participants qui ont slamé leur propre texte. Et sur un fond, et là, les images que vous voyez derrière, c'est une des forêts sur lesquelles les recherches se font. D'accord? Voilà. Donc on a slamé dans la forêt d'une certaine manière. On a aussi slamé dans la forêt. On fait des visites de cette forêt expérimentale, de cette forêt de recherche, et on fait des visites scientifiques et poétiques où on présente d'un point de vue scientifique la forêt et nous on slame à côté pour faire découvrir la forêt. Donc ça, vous l'aurez compris, hein, il y a encapacitation à partir d'une maîtrise du langage scientifique. Hein, quand les gens circulent et se promènent dans les documents scientifiques, ben, là, je vous ai pas dit, mais par exemple, le texte de Filial, le texte de la jeune fille de 14 ans, toutes les lignes, c'est des mots qui viennent du slam, du document. Par exemple, elle dit bientôt plus le time, je pourrais pas aller à Monaco. En fait, pourquoi elle parle de Monaco et de time, c'est parce qu'il y a plein d'évolutions de graphiques autour du calcul du temps. Et donc, ils sont en anglais, donc c'est time. Et il y a une carte de tous les endroits où ça a été mesuré, l'évolution de la prédation. Et dedans, il y a Monaco. Il y a aussi, alors il n'y a pas Stalingrad, mais il y a des villes en Russie et qui sont écrites en russe. Et du coup, elle a écrit Stalingrad. Quand elle dit, de toute façon, c'est toutes les lignes. Hein. Le gémoqueur, c'est un des oiseaux étudiés. Quand elle parle d'idée zombie, c'est un concept en biologie, l'idée zombie, qu'elle réutilise. La complexité des interactions en société, ce sont des termes qui sont utilisés dans le dossier documentaire. Et donc, elle ne fait que, par exemple, elle dit, la théorie, c'est easy, mais la pratique, ça fait chier. C'est clairement la conséquence du projet de recherche. Le projet de recherche dit, sur la théorie, ça marche, mais quand on le fait en pratique, ça marche plus. Voilà. Et donc, c'est vraiment que ça. Et en fait, elle réagence, si vous voulez, tout le projet scientifique pour en tirer quelque chose où, à la fin, moi, j'ai pleuré quand elle nous a fait son texte. Hein. C'était vraiment hyper bouleversant. Il est vraiment très beau ce texte. Vous pourrez l'écouter si vous voulez. Euh, mais il y avait sa mère qui était là aussi, et sa mère est sortie carrément. Son texte est tellement émouvant que c'est très fort d'arriver à faire des choses comme ça. Et c'est tout le monde comme ça. C'est pas juste elle parce qu'elle est très forte. C'est toutes les personnes. Suzanne, 83 ans, qui slame, je vous dis que, enfin, franchement, c'est émouvant, quoi. Donc la clé, c'est l'empathie, évidemment. Ça, c'est complètement reproductible en bibliothèque ou dans n'importe quel truc, puisque nous, on le refait depuis dans des bibliothèques, dans des collèges, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que ça me coûte? Alors, ça me coûte d'avoir mon corpus de documents, évidemment, au départ, hein, ça c'est sûr. Et sinon, ça me coûte des feuilles, du papier et des bonbons, parce que moi, je considère qu'on n'écrit pas bien si on n'a pas de bonbons. Voilà, c'est une base. Tous les ateliers, il faut des bonbons. Euh, Donc, troisième atelier, ça s'appelait À vous de jouer. Alors, je vais aller vite parce que j'ai moins de détails à vous donner là-dessus, mais c'est un atelier toujours pour lire et s'approprier des données scientifiques. On a fait 5 ateliers avec des doctorants et des professionnels de l'université, avec des étudiants et avec des jeunes d'un centre social qui avaient 12-14 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne toujours le même jeu de données, toujours le même, vous savez? Et on leur dit, OK, est-ce que vous pouvez inventer un jeu qui permettrait de vérifier qu'on a compris de ce dont il s'agit. Et en fait, ils nous ont tous créé des jeux, mais des jeux géniaux. Donc là, vous avez le détail des jeux, avec par exemple si c'est 2 à 4 joueurs, si c'est en extérieur, si c'est un jeu rapide, un jeu long, est-ce que c'est un jeu vidéo, est-ce que c'est un jeu de cartes, etc., etc. Un jeu 2D. Il y a eu une vingtaine, 21 ou 22 jeux, je me rappelle, j'ai un doute d'un coup, qui ont été créés. Oui, je voulais dire qu'il y a des jeux de questions, des jeux d'observation, des jeux de mémoire, des jeux de hasard, des jeux de simulation. Il y a un jeu qui s'appelle le millefeuille, inspiré du Milborn. Donc c'est le Milborn, mais où on fait grandir une forêt, à partir du projet de recherche sur le débourrement et la sénescence des fleurs, c'est-à-dire sur l'apparition des feuilles, pardon, et la mort des feuilles. On a le memory gland sur la fructification des chênes, donc c'est une sorte de memory, mais où d'un côté on va avoir le nom du stade de développement d'un gland et en face la photo du gland ou alors son numéro. Par exemple, S1,
c'est les stades 1 de développement des glands, en fait, on appelle ça des avortons, etc., etc. Et tout comme ça. Et on a montré ça aux chercheurs. Je vous ai pas dit, mais on a montré aux chercheurs le SLAM. On leur a fait écouter et tout. Il y en a il y en a deux sur trois des chercheurs qui ont participé aux ateliers de SLAM aussi, du coup, plus tard. Et il y en a un maintenant, ça fait partie de ces projets de recherche qui est une dimension sensible. Et donc, il m'a invité à venir faire partie de ces projets de recherche parce qu'en fait, maintenant, il se dit, bah, on peut pas faire de la recherche sans avoir cette dimension sensible-là. Voilà. Donc, il doit fond, je veux dire. Là, sur les jeux, on leur a montré, on leur a dit, ouais, voilà, ils ont créé ça, vous en pensez quoi? Et il y a plusieurs jeux dont ils ont dit, mais ces jeux-là, en fait, il faut qu'on les développe. Parce que ce serait utile pour nous, pour nos médiations scientifiques. Donc, ce sont des jeux qui fonctionnent. Nous, l'objectif, c'était pas de le réaliser jusqu'au bout, hein, mais c'était de les concevoir. Mais ce sont des jeux qui permettent aux gens de s'approprier les données, c'est-à-dire d'aller se promener dans les données en pensant pas à eux, à leur apprentissage, mais à d'autres gens. Et en faisant ça, ils mobilisent ces données-là et ils mobilisent d'autres connaissances qu'ils ont. Et pour nous, c'est hyper riche de voir ce qu'ils font, quoi. Voilà, c'est vraiment hyper intelligent. Et les gens sortent toujours hyper contents. Ils sont là, ouais, c'est hyper rigolo, j'ai fait un jeu. Ouais, en même temps, t'as appris plein de trucs sur le débourrement et la sénescence des arbres, l'air de rien. Voilà, enfin des feuilles, pardon, l'air de rien. Voilà. Donc, en capacitation à partir d'une maîtrise du langage scientifique, évidemment, et une attention aux autres, hein, voilà. Et surtout, on est sur une coproduction de savoir, d'un point de vue littératie. Ça, aucun problème à le reproduire, hein. Pareil, qu'est-ce qu'on a donné aux gens? Une feuille, du papier, des bonbons, obligatoire. Et quand même, je l'ai pas mis là, mais on a donné un, comment on appelle ça? Une sorte de feuille pour faire un storyboard. Voilà, d'accord? Mais ça, en fait, on l'explique. Donc, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a sorti un guide qui s'appelle Lecture sensible de la science, guide de médiation de la recherche, qui est accessible gratuitement sur Zenodo. Vous pouvez le lire. On y représente tous les ateliers dont je vous ai parlé, l'atelier raconter la science, l'atelier de l'arbre à la feuille et les ateliers à vous jouer. Et on explique à chaque fois le déroulé. D'accord? Comment ça se passe, etc. Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer là-dessus. Raconter la feuille et à vous jouer, ça se fait sans, enfin, vous pouvez le faire tout seul. De l'arbre à la feuille, moi, franchement, travailler avec des associations de slam, ok? Ne faites pas ça tout seul. Enfin, je veux dire, nous, on en profite aussi pour leur faire une démonstration de slam avec des slammers. Ça change les choses quand même. C'est quand même un truc chouette à voir. C'est comme un petit spectacle, on va dire. Et puis, ils ont des compétences pour accompagner si les gens bloquent pour l'écriture, etc. Enfin, ça nous est jamais arrivé, mais eux, ils les ont, les compétences. Donc, faut travailler avec les gens, surtout les assos, faut les faire travailler, quoi. Le dernier atelier qu'on a fait, c'est boussole. Boussole, bah, c'est quand on a dit maintenant, bah, maintenant tous avec les habitants, on va concevoir notre fameuse écodoc qu'on appelle maintenant boussole, qui est donc notre bibliothèque mobile. Et là, ce qu'on a demandé aux gens, c'est de penser cet objet. Qu'est-ce que ça pourrait être, du coup, cet outil de médiation des sciences, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, on a fait 5 ateliers plus un atelier d'itération en bibliothèque, sur le campus, dans la forêt, dans un office de tourisme, dans une salle de tennis de table, au congrès de bibliothécaires. On l'a fait avec 48 personnes pour les 5 ateliers et 68 personnes pour l'atelier d'itération. On a eu plein de gens différents, mais ce que j'adore, c'est qu'on a eu surtout une équipe de tennis de table, voilà, de Corpro, BNP Paribas. Donc on a vraiment essayé d'avoir des gens qui sont avertis des forêts, des gens qui sont pas du tout avertis sur les forêts, des gens qui sont informés de la science, d'autres qui le sont pas du tout, etc., etc. Et de tous les âges. La personne la plus âgée a 76 ans. Voilà. Et la plus jeune, par contre, avait, je dirais, 25, 28 ans, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Bah, ils nous inventent des projets, voilà, et ils nous les dessinent, en gros, quoi. Donc, il y a tout un processus. Là aussi, on va écrire bientôt là-dessus, donc on sortira un catalogue pour expliquer tout ça. Et puis ensuite, on a fait des itérations avec des bibliothécaires. À partir des 18 boussoles qui avaient été inventées, on en a fait 6 types. Alors, des boussoles sous forme de guides, d'applications mobiles, de sites web, d'IA, d'expositions parcours, de kits pédagogiques, de capsules. C'est vraiment fait à partir de ce que les gens avaient fait en atelier, hein. Et on a présenté ça aux bibliothécaires en leur demandant, est-ce que c'est bibliothécompatible? Si on fait ça en bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la bibliothécompatibilité de la chose? Et donc, on leur a demandé, est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Est-ce que ça paraît difficile? Est-ce qu'ils pourraient le faire? Est-ce que c'est impossible? Et ensuite, on leur a demandé d'inventer leur propre boussole à partir de ce projet-là et de le détailler. Et ça, eh ben, on l'a fait il y a 15 jours. Donc, je n'ai pas encore traité les données. Donc, bah, vous en saurez plus à un prochain épisode. Alors, je passe vite là-dessus, c'est juste pour dire que c'est tout simplement des pratiques participatives, hein, parce que le projet Ecodoc, ce sont des sciences participatives.
Et pour vous dire que donc nous, on va continuer à travailler là-dessus. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut refaire en bibliothèque, mais ça relève du développement de services, y compris du développement de services sur comment donner accès à la science. Voilà. En conclusion, euh, il y a des enjeux politiques de médiation bibliothéconomique. Vous pouvez nous suivre sur Ecodoc et je vais couper. J'ai une dernière petite conclusion à vous faire. J'arrête le partage parce que j'ai des raisons pour ça. Euh, parce que je veux que vous m'écoutiez et pas regarder. Mais du coup, je vais finir en me mettant moi-même à l'épreuve de ce que je vous dis, en vous faisant un petit slam, du coup, sur ces questions-là. Donc, je l'ai appelé phénologie d'une folle ère. Vous savez qu'on parle de phénologie foliaire. Attention, jeu de mots, phénologie d'une folle ère. Regarde dans tes mains ses expériences. Il étudie les présences, débourrements et sénescences d'un monde en transition, interaction, relation. Il raconte. Ces données se font le récit d'effondrement et de rémission, chaque année inespérée et pourtant renouvelée. Isolé dans la forêt, il ressasse les traces des jours où le temps passe. Il cherche, observe et pèse et par chance il pose des idées et des pensées qu'il ose révéler. Précis. Évitant les récifs et les sirènes, des biais et des fantaisies, il assure le vrai, mais non sans poésie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et j'ai fini. Merci. Ceci a été écrit dans un Merci. des ateliers de slam dont je vous parlais dans un atelier de l'arbre à la feuille. Voilà, c'était pour illustrer. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, et je suis désolée, il est déjà 34, mais je suis hyper bavarde, vous l'aurez compris. Donc, existe-t-il un organisme qui centralise toutes les initiatives de médiation scientifique pour le grand public en bibliothèque? Alors, pour l'instant, pas tellement à ma connaissance. En revanche, je peux vous dire qu'il y a un projet de créer un groupe de travail sur information scientifique, ça, au niveau de certaines associations. Donc, euh, on reste en contact, quoi. On se raconte ça. D'accord? Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais moi je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, remarques, euh, témoignages, enfin voilà, je suis vraiment preneuse. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est pas très grave si on reste quelques minutes de plus. Enfin, pour certains d'entre vous en tout cas, pour moi c'est bon. Donc je vous écoute. Est-ce que ça répondait aussi à ce que vous vouliez avoir comme information? N'hésitez pas. Claire de la médiathèque départementale des Vosges. Ouais. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment hyper intéressante. Enfin, ça ouvre Merci. des portes. Enfin, c'est jamais fini en bibliothèque, on le sait, mais là, ça ouvre un champ énorme. Et moi, j'avais juste une petite question, enfin voilà, parce que en termes de coûts, donc Mm. si j'ai bien compris, en fait, il faut accueillir, héberger les scientifiques qui viennent, voilà, prendre en charge les repas, et sinon, il n'y a pas forcément un coût d'intervention, ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, en fait, alors déjà, on n'est pas obligé de fonctionner par résidence, hein. On peut inviter des chercheurs à Oui, venir de temps en temps, voilà. mais sur une résidence que moi je fais, j'aime bien faire des résidences. Mais en fait, dans le partenariat qu'on a fait pour mon projet de recherche, les villes d'Arès et de Florac comment dire, on dit qu'elles participaient à hauteur de, je sais plus, je dis une bêtise, hein, mais 1000 euros par exemple. Mais ces 1000 euros, en fait, c'est pas d'argent, quoi. C'est en location de mobil-home, quoi. Donc, en nature, voilà, on va dire. Et donc, en fait, ils ont dit, ben voilà, on va participer à hauteur de 1000 euros, par exemple. Mais en fait, ce qu'elles font, c'est qu'ils nous hébergent dans le mobil-home. En vrai, les repas, souvent, nous, on les prend en charge par le projet de recherche, mais on pourrait très bien le faire prendre en charge par la bibliothèque. Et en général, c'est tout ce que ça leur coûte. Voilà. Euh, Là, tant qu'on faisait les trucs avec, en fait, l'expérimentation de Slam, ça faisait partie du projet de recherche. Donc, en fait, là, moi, j'ai pris sur mon budget de recherche les slammers. Mais si vous voulez faire, donc même pas une résidence, je parle juste de faire un atelier slam chez vous, l'association avec laquelle je bosse, c'est 60 euros de l'heure. Et les ateliers, c'est 2 heures et demie, quoi. D'accord? Donc, ça fait 150 euros, en gros, quoi. Voilà. Oui, 120 ouais, à 150 euros. Ce qui est quand même ouais, hyper absorbable, en fait. ouais, ouais, complètement. Ouais, Voilà. Et donc, on en a fait plein actuellement. On a quand même des demandes et les gens arrivent à trouver 150 euros, quoi. Voilà. Et là, il y a pas grand-chose à faire. En plus, on le fait pas trop loin. Donc, voilà. Après, tout se négocie. C'est vrai que c'est sympa si on va au resto avant l'atelier ou après l'atelier. Mais enfin, je veux dire, parfois, c'est pas nécessaire. Voilà. ouais. Ok, merci. Et j'oublie de dire un truc, mais on a fait pas mal d'ateliers le samedi aussi.
Parce qu'on fait en sorte de faire des ateliers à des moments où les gens sont dispo. Ça veut dire que moi, quand je viens en résidence, je viens souvent du mercredi au dimanche, en fait. Enfin, je veux dire, on donne de notre corps, hein, les chercheurs, quand même, hein. Et donc, les slammeurs, on les a fait intervenir sur des samedis matins. Un samedi matin de décembre à Floirac. Voilà, enfin, je veux dire, faut vouloir. Et ben, on était là et les gens étaient là. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, Oui, du coup, Alison? Ouais. effectivement, je rebondis parce que je trouve que c'est intéressant. En fait, on se connaît un petit peu parce que je suis venue sur une journée de formation sur la médiation scientifique Ah que vous oui, aviez proposée. ouais, ouais, Donc, je connaissais un peu la démarche et je crois que c'est de l'arbre à la feuille, je crois ouais. que vous aviez Vous l'avez présenté. testé. Vous l'avez testé Voilà, même. Ouais. exactement, oui, c'est ça. Je me disais, alors, c'était quoi qu'on avait fait? Je me rappelais plus. Mais c'est très intéressant et effectivement, je rebondis sur les coûts parce que, alors, je modère un peu les paroles de 150 euros, ça coûte pas cher. On est d'accord que Oui. un sou est un sou et si on peut faire avec zéro, c'est bien, en tout cas pour nos élus. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant parce que effectivement, ça coûte pas forcément beaucoup, mais c'est un coût et c'est important pour nous, par contre, qu'on arrive à chiffrer. Mhm. Moi, je mets un point d'honneur aussi à expliquer l'importance de la valorisation Ouais. de ce que ça coûte quand même, parce qu'en fait, c'est pas que ça coûte rien, c'est qu'on arrive à trouver des arrangements et il y a des financements qui font que ça coûte moins cher. J'y tiens parce que nous, on a vraiment un budget à hauteur de la CDC qui est franchement ridicule sur de l'action Mhm. culturelle. Je peux le dire sans honte parce que c'est pas de mon fait. 6 000 € à l'année. Ouais. Voilà, et on arrive quand même à faire des projets de médiation. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant, notamment de rattacher ça avec le projet dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on travaille avec une scène nationale qui est celle de Carré-Colonne sur le territoire Gironde. Ouais. Et voilà, et je reviens en plus sur l'importance de ces projets-là, parce que je suis tout à fait d'accord que la médiation scientifique, quelque part, et je l'assume complètement ce que je vais dire, Mhm. la petite oubliée de tous nos sujets en bibliothèque, parce que je pense que c'est peut-être pour beaucoup le sujet qu'on maîtrise le moins, étant donné qu'on a plutôt suivi des filières littéraires et autres dans nos études. Et pour moi, c'est d'autant plus important aussi que ce projet de AC, il dure depuis quand même plusieurs années et que je me suis aperçue que c'est d'autant plus important de faire la sensibilisation encore plus chez les adultes, parce Ouais. que la plupart du temps, on considère que quand on est adulte, soit on sait, soit ça ne nous intéresse pas, la science, alors qu'en fait, effectivement, en passant par l'émerveillement dont tu parlais tout à l'heure, en fait, ça marche. On peut arriver à faire Ouais. apprécier et intéresser n'importe qui à plus ou moins n'importe quoi. Et c'est hyper intéressant. Il y a Et, quelques années, tous ces sujets-là, ils n'étaient pas du tout abordés en bibliothèque et encore moins pour les adultes. Donc, c'est chouette. oui, et C'est chouette. justement, là, il y a quelque chose que j'ai pas eu trop le temps de développer, mais sur le côté sciences participatives, Oui, je vous ai dit, boussole, ce sont des sciences participatives. Quand moi, je vais faire ça avec l'équipe de tennis de table, au début, ils sont là, genre, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, nous, sur un sujet de recherche sur les forêts, quoi. Et en et plus, oui. on étudie la circulation de l'information, ça m'intéresse pas du tout les forêts, etc. Alors, c'est des gens qui ont, ah oui, et d'ailleurs, le plus jeune a 22 ans, donc de 22 ans à 76 ans, typiquement, ce groupe-là. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils se prennent au jeu, et ils se prennent au jeu aussi, ils sont contents de nous aider, quoi. Mm, Et de faire part de ce truc de science participative, en fait, de dire, ah bah tiens, là, je suis utile pour la science, alors exactement. à mon échelle et tout ça. Et ça marche très très bien, en fait. J'ai des collègues dans des bibliothèques hein, qui accueillent des chercheurs sur les rivières, par exemple, en chimie, qui font des ateliers où ils vont collecter de l'eau parce qu'il y a la rivière qui passe en bas de la bibliothèque, par exemple. Mm. Ça permet aux gens de faire ce truc de interest et enjoyment. Et après, oui, et ben Ça, c'est marrant que vous parliez de ça, Marie. Il y a Marie qui dit, euh, en découvrant vos projets participatifs de recherche, j'ai pensé à la méthode de ah ben l'arpentage. oui. Et en fait, c'est marrant que vous parliez de ça parce que, évidemment, moi aussi. Et si vous lisez notre guide de médiation sensible de la recherche, hein, vous verrez que je dis qu'en fait, il faut qu'on fasse de la médiation scientifique comme on fait de l'arpentage. Tout à fait. Et qu'en fait, Exactement. de même qu'on se promène dans les forêts en arpentant une forêt, il faut qu'on arpente la documentation scientifique. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Non, mais Ouais. c'est intéressant. Nous, ce projet d'environnement, enfin, ce projet de AC, en fait, il part de l'environnement. On rattache la nature et la culture. Et on a pris, il y a quelques années, moi j'ai fait le lien, c'est tout bête, mais c'est un peu extrapolé et vous allez comprendre pourquoi. Au départ, on mettait en place au niveau des intercos les nouvelles consignes de déchets.
Mm. Donc, on arrivait avec les nouvelles poubelles, enfin, tout ce qui est le biodéchet, tous ces sujets-là, pour lesquels il n'y avait pas du tout de médiation qui était réfléchie. Mm. C'est-à-dire, on allait mettre en place le système, on allait leur dire aux gens, bon, maintenant, c'est bon, vous arrêtez de faire des bêtises, vous faites comme on vous dit, voilà. Et moi, je pense que passer en plus par la culpabilisation des gens, ça ne marche pas du tout, bien au contraire. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu justement qu'avec en mettant des petits ateliers de rencontres et de sensibilisation, on arrivait à capter des gens déjà qu'on ne touchait pas en bibliothèque parce qu'effectivement, pour tout un tas de raisons qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Mais en plus, en fait, on leur montre qu'on s'intéresse à leur quotidien. Et finalement, en fait, effectivement, en bibliothèque, on traite vraiment de tous les sujets. Donc, pourquoi pas des déchets ou pourquoi pas de la forêt dans laquelle ils vivent tous les jours, des problématiques de l'eau qui va être en pénurie ou qui est polluée, et voilà. Et en fait, je pense que, encore une fois, on arrive à tout un tas de choses et d'interactions. Et on s'aperçoit en plus qu'il y a plein de gens qui sont sources aussi d'informations que C'est nous, on ça, en n'a fait, pas ça permet forcément. de partager le savoir. Et en fait, peut-être j'aurais dû le redire de manière plus claire, mais la bibliothèque a vraiment un rôle, en fait, d'agir sur le territoire. Et c'est à ce titre-là, en fait, c'est l'information, c'est pas juste un transfert d'information. L'information, c'est tout ce que ça porte, je l'ai dit, de compréhension du monde, de développement d'empathie, de constitution de communauté. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur le sensible. Et le sensible, le meilleur moyen de le mobiliser, c'est de partir du quotidien. Donc, il y a vraiment un enjeu comme ça fort. Et je vais juste revenir sur la question du coût. Euh, J'insiste beaucoup sur le fait que parmi les 4 ateliers dont j'ai parlé, là, il y en a qu'un qui est vraiment qu'on peut faire sans, enfin, où il faut un certain coût, c'est celui du slam. Parce que moi, j'estime qu'il faut travailler avec des slammeurs et que voilà, c'est aussi des questions de positionnement. Et donc après, on trouve l'argent où on trouve, hein, où on peut le trouver, quoi, voilà, avec des partenariats, etc. Mais je pense que c'est hyper important aussi parce que il y a des expertises, les associations culturelles galèrent en ce moment vraiment. Et donc, je pense que c'est hyper important de travailler avec des artistes qui ont besoin de ça pour vivre aussi, qui ont cette maîtrise, qui ont cette expertise, et ça leur ouvre aussi des choses à eux, quoi. Et un exemple, c'est que l'association Street Deaf Records avec laquelle on bosse maintenant a développé un pôle sciences Ah, qu'ils génial. n'avaient pas avant. Et ils ont développé un pôle sciences pour continuer à faire de la médiation scientifique. Ils faisaient pas ça avant. Et Mm, donc, quand on est allé dire à la ville de Bordeaux, au fait, vous nous connaissez, c'est les collègues de Street Deaf Records sont allés les voir en disant, au fait, vous nous connaissez pour ce qu'on fait d'action culturelle, etc. Et ben, ils ont dit, bah non, on fait aussi de la médiation scientifique et la ville est évidemment hyper intéressée par ça, donc prête à financer. Donc, je pense que c'est hyper important aussi de travailler avec des assos qui elles-mêmes vont évoluer et petit à petit, tous ensemble, on construit des modalités de réponse à ces enjeux-là. Alors, je mm. vois Ouais, qu'il y tout en à a fait. plusieurs qui sont partis. Peut-être Mm. que on va, Ça va être on va la fin. s'arrêter, mais- Mais surtout que ça fait partie un petit peu de notre métier de défendre justement tous ces métiers qui sont pour lesquels c'est de plus en plus difficile. Et moi, je revenais sur l'histoire des coûts. Je pense que c'est le cas de beaucoup de collègues. Je dis ça aussi parce que on est en pleine préparation budgétaire. Autant Oui, savoir dès le départ pour justement pouvoir ça c'est anticiper. sûr. Ouais. Même si on ne connaît pas un petit peu ce qui va trop se passer Oui, l'année oui, oui. prochaine, dans les mois à venir, mais on a besoin de tout ça pour avancer, Ouais, pour travailler, pour proposer des choses. Donc, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, dans le support que je vous ferai passer, je repréciserai qu'en fait, c'est important de prévoir le budget de l'association de Slammer, quoi. Je suis en train de le repréciser. Voilà. Euh, Voilà, je crois merci qu'on beaucoup. on a pas mal fait le tour. Merci à tout le monde. Si vous avez des questions plus tard, bah, vous n'hésitez pas à me recontacter. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vais peut-être couper l'enregistrement si j'y arrive. Peut-être qu'il continue, mais je n'y arrive pas. Donc, je dois dire Amélie quand je suis coincée. Oui, Amélie, oui, oui, voilà, je suis c'est là. pour couper Je suis en train de couper l'enregistrement. aussi. Euh, Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci à